Votre honneur, je m'oppose à l'ensemble de cette procédure. Mon père est innocent, et je peux le prouver. Que feriez-vous si une fillette de 13 ans se levait dans une salle d'audience et se déclarait l'avocate de son père? Ririez-vous comme tout le monde l'a fait dans cette salle d'audience? Car ce qui s'est passé ensuite a laissé même le juge sans voix. Quand Maya Thompson a vu son père concierge être faussement accusé de vol par le cabinet d'avocats même où il avait nettoyé des bureaux pendant 20 ans, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Cette jeune fille était sur le point de révéler un secret qui allait ébranler tout le système juridique et exposer une conspiration qui remontait jusqu'à la propre famille du juge. Vous ne croirez pas comment cette histoire se termine. Chers spectateurs, si vous regardez mon histoire pour la première fois, je vous demande humblement d'écrire le lieu d'où vous la regardez actuellement. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche maintenant pour ne manquer aucune notification de mes nouvelles histoires publiées quotidiennement. Merci, et plongeons-nous dans l'histoire complète. Le matin où Marcus Thompson est arrivé chez Whitmore et associé a commencé comme tous les autres. Le concierge de 53 en fredonnait doucement en poussant son chariot de nettoyage dans les couloirs de marbre, le même chemin qu'il avait emprunté pendant 20 ans. Les plaques nominatives en laiton brillaient de son poli méticuleux de la veille. Chacune représentait des avocats qui le remarquaient à peine, à moins qu'il n'ait besoin que quelque chose soit nettoyé. « Bonjour, monsieur Marcus », lança Stéphanie de la réception. Elle était l'une des rares à le traiter comme une personne plutôt que comme un meuble invisible. « Bonjour, Steph. Comment va votre petite fille? Elle grandit à vue d'œil. Et, Maya a-t-elle rendu son projet scientifique? » Le visage de Marcus s'illumina de fierté. Oui. Elle a construit un modèle complet du système judiciaire. Elle a utilisé la bibliothèque juridique ici après les heures de travail. Monsieur Whitmore a donné sa permission il y a des années. Vous vous souvenez? Il ne mentionna pas que sa fille de 13 ans avait passé ses heures à faire plus que de simples devoirs. Pendant qu'il nettoyait les bureaux, Maya dévorait des manuels juridiques, des études de cas et des transcriptions de tribunaux. Cela a commencé par la curiosité pour le monde que son père servait mais auquel il n'avait pas accès. 3 ans plus tard, elle comprenait le droit mieux que certains étudiants de première année en droit. La routine matinale fut brisée lorsque Richard Whitmore III fit irruption par les portes principales, son visage tordu de rage. Où est-il? Où est ce concierge voleur? Marcus se figea, sa main toujours sur le manche de la serpillière. Monsieur Whitmore, y a-t-il un problème? Un problème? La voix de Richard dégoulinait de mépris. Les dossiers Hartley ont disparu. Des documents confidentiels valant des millions dans cette affaire. Et devinez quelle carte clé a accédé à la salle d'archives sécurisée la nuit dernière. Je nettoyais, comme toujours. Gardez ça pour la police. Richard sortit son téléphone. Je porte plainte. 20 ans à vous laisser entrer ici, et c'est comme ça que vous nous remerciez. Vous, les gens. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Monsieur Whitmore, je n'ai jamais rien pris. Vous pouvez vérifier les caméras. Les caméras ont opportunément mal fonctionné pendant votre quart de travail. Comme c'est pratique. En moins d'une heure, des policiers emmenèrent Marcus menotté sous le regard choqué de ses collègues. Stéphanie avait les larmes aux yeux. Les avocats détournèrent le regard, acceptant déjà sa culpabilité parce que c'était plus facile que de questionner l'un des associés principaux. À l'école secondaire Jefferson, Maya présentait son projet scientifique lorsque la directrice apparut à la porte de la classe. Maya Thompson, venez avec moi s'il vous plaît. Son professeur, Madame Chin, fronça les sourcils. Elle est en plein milieu de sa présentation. S'il vous plaît. Dans le couloir, le visage de la directrice était grave. Maya, votre tante est là pour vous chercher. Il y a eu une urgence familiale. Le cœur de Maya se serra. Elle n'avait pas de tante. Quelque chose était arrivé à papa. L'amie de son père, Madame Washington, attendait dans le bureau, le visage marqué par l'inquiétude. Ma petite, ton papa a besoin que tu sois forte en ce moment. Que s'est-il passé? Est-il blessé? Il est. Ils l'ont arrêté au travail. Ils ont dit qu'il avait volé quelque chose. Les mots frappèrent Maya comme un coup physique. Son père, l'homme qui rendait la monnaie supplémentaire à l'épicerie, qui lui avait appris que l'intégrité signifiait faire le bien même quand personne ne regardait, accusé de vol. C'est impossible. Je sais, ma chérie. Je sais, mais ils ont fixé la caution à $50 000.
Nous essayons de réunir l'argent. Emmenez-moi à lui. Maya, chérie, la prison n'est pas un endroit pour. Emmenez-moi à lui maintenant. L'acier dans sa voix la faisait paraître plus âgée que 13 ans. Ce soir-là, Maya était assise en face de son père dans la salle de visite, séparée par un plexiglas rayé. Marcus tenta de sourire, mais elle pouvait voir la peur dans ses yeux. Ma petite, je n'ai pas fait ça. Je sais, papa. Elle posa sa petite main contre la vitre. Raconte-moi tout. Chaque détail. Maya, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. J'ai lu ces livres de droit pendant 3 ans, papa. Pendant que tu nettoyais, j'étudiais. Je connais la découverte, les chaînes de preuves, le doute raisonnable. J'en sais plus que l'avocat commis d'office qu'ils t'ont assigné et qui n'a même pas rappelé. Alors, dis-moi tout. Marcus regarda sa fille, la voyant clairement pour la première fois peut-être. Quand as-tu grandi si vite? Au moment où ils ont mis des menottes à mon héros, dit-elle doucement. Maintenant, parle. Nous allons prouver ton innocence. À la fin des heures de visite, Maya sortit avec un carnet rempli de détails et une détermination qui allait bientôt choquer tous ceux qui avaient déjà rayé Marcus Thompson comme une simple statistique. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Les marches du palais de justice semblaient s'étirer à l'infini alors que Maya les gravissait 3 jours plus tard, sa meilleure robe un peu trop petite, le dossier de son père serré dans une chemise faite de carton et d'espoir. L'audience préliminaire était fixée à 9 heures, et elle s'était préparée depuis l'aube. À l'intérieur, la salle d'audience sentait le vieux bois et la déception. Maya s'assit dans la galerie, observant les accusés défiler comme des produits sur une chaîne de montage de la justice. Chacun avait peut-être 5 minutes avant que son sort ne soit décidé par des gens qui avaient déjà oublié leur nom. Dossier numéro 4851, l'État contre Marcus Thompson, annonça l'huissier. Le père de Maya entra dans une combinaison orange qui le faisait paraître coupable avant même que quiconque ne dise un mot. Son avocat commis d'office, Maître Brewster, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il avait rencontré Marcus exactement une fois pendant 10 minutes. La juge Eleanor Whitmore présidait avec le genre d'autorité sévère qui venait de l'argent ancien et des préjugés plus anciens encore. Maya l'avait minutieusement étudié, Harvard Law, juge de 3e génération et tante de Richard Whitmore III. Le conflit d'intérêts était si évident qu'il en était douloureux, mais personne ne semblait s'en soucier. Monsieur Thompson, vous êtes accusé de vol qualifié, d'effraction et d'espionnage industriel. Comment plaidez-vous? Brewster leva à peine les yeux de son téléphone. Non coupable, votre honneur. Le procureur James Crawford se tint debout avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais perdu une affaire à laquelle il tenait. Votre honneur, l'État présente des preuves irréfutables. La carte clé du défendeur a été utilisée pour accéder à des zones restreintes. Des documents de grande valeur valant des millions ont disparu. Les images de surveillance de cette nuit sont mystérieusement corrompues. Nous demandons que le défendeur soit détenu sans caution car il présente un risque de fuite. C'est ridicule, intervint Marcus. J'ai travaillé là-bas pendant 20 ans. Je vis dans le même appartement. Où irais-je? Le marteau de la juge Whitmore claqua. Le défendeur restera silencieux à moins d'être directement interpellé. Maya regarda son père se recroqueviller, vit Brewster murmurer quelque chose qui ressemblait à accepter juste un accord de plaidoyer, et sentit ses mains se serrer en poing. Crawford poursuivit sa performance théâtrale. Les dossiers Hartley contenaient des informations sensibles sur une fusion d'1 milliard de dollars. Seule une personne ayant un accès privilégié aurait pu les prendre. Monsieur Thompson était le seul non-cadre dans le bâtiment cette nuit-là. Parce que je nettoyais, protesta Marcus. Un autre coup de marteau. Maître Brewster, contrôlez votre client. Brewster haussa les épaules avec des excuses, textotant toujours d'une main. Maya voulait crier. Ce n'était pas la justice. C'était un procès bâclé d'avance, et son père était attaché au rail. De plus, Crawford sortit une enveloppe manie avec panache. Nous avons des preuves que M. Thompson a accédé à la bibliothèque juridique après les heures de travail sans autorisation appropriée, clairement pour repérer le cabinet à la recherche d'informations précieuses. Le cœur de Maya se serra. Il tordait ses sessions d'études en quelque chose de sinistre. La juge Whitmore se pencha en avant. La défense a-t-elle quelque chose à dire? Brewster posa enfin son téléphone. Oui, votre honneur. Mon client est une
bonne personne, travailleur, sans antécédent judiciaire. C'était tout. C'était toute la défense. Requête de détention sans caution? Demanda la juge Whitmore. Votre honneur, sourit Crawford, compte tenu de la valeur de la propriété volée et de la rupture de confiance manifeste du défendeur après 20 ans d'emploi, l'État estime. Objection. Le mot retentit clair et fort depuis la galerie. Toutes les têtes se tournèrent. Maya se leva, le menton levé, son dossier tenu comme un bouclier. Le visage de la juge Whitmore s'assombrit. Jeune fille, asseyez-vous immédiatement. C'est un tribunal, pas une pièce de théâtre scolaire. J'en suis consciente, votre honneur. Je suis également consciente qu'en vertu de la règle 2117, section C, du Code de procédure du Michigan, une aide inefficace d'un avocat constitue un motif d'intervention immédiate. La salle d'audience tomba dans le silence. La bouche de Brewster était ouverte. Crawford avait l'air d'avoir été giflé avec un poisson. Quel est votre nom? La voix de la juge Whitmore aurait pu geler le feu. Maya Thompson. Je suis la fille du défendeur. Huissier, retirez cet enfant. J'ai 13 ans, votre honneur. En vertu de People contre Garcia, les mineurs peuvent s'adresser au tribunal dans les affaires affectant directement leur bien-être et leur garde. Mon père étant confronté à l'emprisonnement, j'ai absolument qualité pour parler. Crawford retrouva sa voix. C'est absurde. C'est une enfant qui joue à se déguiser. Cet enfant, interrompit Maya, a remarqué plusieurs violations de procédure au cours des 10 dernières minutes. Voulez-vous que je les énumère, ou dois-je attendre que la cour d'appel le fasse? Marcus regarda sa fille comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Maya, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle croisa son regard à travers la salle d'audience. Ce que tu m'as appris, papa, défendre ce qui est juste. Les jointures de la juge Whitmore étaient blanches alors qu'elle serrait son marteau. Jeune fille, vous êtes coupable d'outrage. En fait, je suis en possession de preuves que maître Brewster ici n'a pas examinées. Des preuves qui prouvent l'innocence de mon père. Des preuves qui suggèrent que toute cette affaire est fondée sur des fabrications et des conflits d'intérêts qui atteignent. Elle marqua une pause, regardant directement le juge, étonnamment haut. La tension dans la salle d'audience était électrique. Des téléphones apparurent dans la galerie alors que les gens commençaient à enregistrer. Ce n'était plus seulement une autre audience préliminaire. Votre honneur, continua Maya, sa voix stable malgré son cœur battant, je demande officiellement à servir de co-conseil pour la défense de mon père. Les rires commencèrent avec Crawford, se répandirent à Brewster, et parcoururent la salle d'audience comme une vague. Même certains huissiers rigolaient. La juge Whitmore ne riait pas. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle étudiait la jeune fille qui se tenait impassible au milieu des moqueries. Quelque chose dans la posture de Maya, dans la façon dont elle tenait ce dossier abîmé, dans les citations juridiques qu'elle avait égrenées sans note, serra l'estomac du juge d'une sensation inhabituelle. C'était peut-être de la peur. Les rires continuaient de résonner dans la salle d'audience tandis que Maya tenait bon, son jeune visage affichant une détermination qui aurait appartenu à quelqu'un 3 fois son âge. La juge Whitmore leva son marteau, prête à rétablir l'ordre par la force si nécessaire. Assez. Le claquement du bois sur le bois fit taire la salle. Jeune fille, bien que votre performance soit admirable, ce tribunal n'admet pas les enfants qui jouent à l'avocat. Huissier Harrison, veuillez raccompagner mademoiselle Thompson à la galerie. Votre honneur, la voix de Maya traversa clairement, je voudrais faire référence à State contre Caldwell, où la Cour suprême du Michigan a statué que refuser à un défendeur le choix de son avocat, quel que soit l'âge ou la certification formelle de cet avocat, viole le 6e amendement lorsque des circonstances spéciales s'appliquent. L'huissier Harrison hésita, sa main planant près de l'épaule de Maya. Même lui sentait que quelque chose était différent dans cette situation. Crawford se leva, le visage rouge d'indignation. Votre honneur, cela tourne au cirque. Je demande le renvoi immédiat de cet enfant et la continuation des procédures. Secondé, ajouta Brewster à la hâte, manifestement embarrassé d'être humilié par une adolescente. Maya ouvrit son dossier et en sortit un document. Avant de statuer sur cette motion, votre honneur, vous devriez peut-être l'examiner. Il s'agit d'un affidavit signé par mon père me nommant sa représentante légale, attestée et notariée. Il a le droit de choisir son propre conseil. Elle a 13 ans, cria presque Crawford. Mozart composait des symphonies à 5 ans, répondit calmement Maya.
Mary Shelley a écrit Frankenstein à 18 ans. L'âge ne détermine pas la capacité, monsieur Crawford. Ou n'avez-vous pas lu Peterson contre Stateboard? Les yeux de la juge Whitmore se tournèrent vers son greffier, qui recherchait frénétiquement les citations de jurisprudence que Maya laissait tomber comme des miettes de pain. Chacune s'avérait exacte. De plus, continua Maya, s'avançant, malgré la présence insistante de l'huissier Harrison, ce tribunal a un grave problème de conflit d'intérêts. Votre honneur, vous partagez un nom de famille avec Richard Whitmore III, le plaignant dans cette affaire. Êtes-vous apparenté? Le visage du juge passa du rouge au blanc. Cela n'a aucune incidence. La règle d'éthique 2.11 stipule qu'un juge doit se récuser de toute procédure dans laquelle son impartialité pourrait être raisonnablement remise en question, y compris, mais sans s'y limiter, les cas où le juge a un parti pris ou un préjugé personnel concernant une partie ou une connaissance personnelle de faits qui sont contestés dans la procédure. Comment osez-vous? J'ose parce que la liberté de mon père est en jeu, rétorqua Maya. J'ose parce que le défenseur public qui lui est assigné l'a rencontré pendant exactement 10 minutes et lui a suggéré de plaider coupable à un crime qu'il n'a pas commis. J'ose parce que la justice n'est pas seulement un mot gravé dans des bâtiments de marbre. Elle est censée signifier quelque chose. La galerie était hypnotisée. Plusieurs personnes diffusaient en direct maintenant, et les huissiers ne semblaient pas savoir s'ils devaient les arrêter ou non. Marcus Thompson regardait sa fille avec un mélange de terreur et d'admiration. Maya, ma chérie, tu n'es pas obligée. Si, papa. Elle se tourna vers lui, et un instant, elle n'était qu'une fillette de 13 ans effrayée. Puis elle redressa ses épaules et devint quelque chose de plus. Tu m'as appris que la loi est censée protéger tout le monde également. Il est temps de tester cette théorie. Crawford tenta une autre approche. Votre honneur, même si nous admettions cette notion absurde, la jeune fille n'a aucune formation juridique, aucune certification au barreau, aucune qualité. J'étudie le droit depuis 3 ans, interrompit Maya. Pendant que mon père nettoyait vos bureaux, monsieur Crawford, j'ai lu tous les livres de la bibliothèque de Whitmore et Associés. J'ai mémorisé les règles de procédure pénale du Michigan, les règles fédérales de preuve et environ 300 précédents pertinents. Voulez-vous que je vous interroge sur l'un d'eux? Cela arracha un rire nerveux à la galerie. La réputation de Crawford de se reposer sur le travail de son assistante était bien connue. Quant à la certification, continua Maya, Lincoln a appris le droit seul et n'est jamais allé à la faculté de droit. Pas plus que John Marshall, Clarence Darrow ou Robert H. Jackson. L'examen du barreau est une invention moderne, pas une exigence constitutionnelle. La juge Whitmore retrouva sa voix. Soit dit en passant, ce tribunal a des normes. Des doubles standards, voulez-vous dire? La voix de Maya se durcit. Quand de riches défendeurs font venir des équipes entières d'avocats, vous ne remettez pas en question leurs qualifications. Quand les entreprises embauchent des cabinets à millions de dollars, vous ne demandez pas leur diplôme. Mais quand la fille d'un concierge tente de défendre son père innocent, tout à coup, vous vous souciez des titres. Elle sortit un autre document de son dossier. Il s'agit d'une motion de divulgation immédiate de toutes les preuves contre mon père. J'invoque Brady contre Maryland et demande l'accès aux images de sécurité soi-disant corrompues, aux journaux d'accès par carte clé et à toute déclaration de témoin. Vous ne pouvez pas simplement. Commença Crawford. Je le peux et je le fais, à moins que vous ne cachiez quelque chose. Le visage du procureur devint pâle. La juge Whitmore avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide. Votre honneur, insista Maya, je dépose également une motion de récusation de votre part en raison de votre lien familial avec le plaignant et une motion de rejet basée sur une faute professionnelle du procureur. Monsieur Crawford n'a pas divulgué de preuves à décharge dans son dossier. Quelle preuve à décharge? Demanda Crawford. Maya sourit pour la première fois. Le fait que 3 autres cartes clés aient accédé à cette même pièce cette nuit-là. Le fait que les images corrompues n'affectent que certaines caméras, pas d'autres. Le fait que la carte clé de mon père ait été utilisée dans 2 endroits différents exactement au même moment, ce qui est physiquement impossible à moins qu'il ne se soit cloné. La salle d'audience éclata. Crawford criait des objections. Brewster essayait de comprendre ce qui se passait. Et la juge Whitmore frappait son marteau comme si elle essayait d'enfoncer un clou à travers le banc. Ordre! Ordre! Elle tourna sa fureur vers Maya. Comment pourriez-vous savoir tout cela? Parce que contrairement à Maître Brewster, j'ai réellement enquêté. J'ai parlé aux agents de sécurité,
au personnel de nettoyage, au service informatique. Vous savez, le travail de détective de base que tout avocat compétent ferait s'il se souciait vraiment de son client. Elle fouilla à nouveau dans son dossier. J'ai des déclarations sous serment de 3 témoins qui ont vu d'autres personnes dans le bâtiment cette nuit-là. J'ai des photos horodatées du parking montrant des voitures qui n'auraient pas dû être là. J'ai des preuves que quelqu'un ayant un accès administrateur a altéré le système de carte-clé pour piéger mon père. C'est impossible, murmura Crawford. Non, répondit Maya. Ce qui est impossible, c'est d'attendre la justice dans un système où la richesse détermine la valeur, où les connexions importent plus que la vérité, et où une jeune fille de 13 ans doit faire le travail que des hommes adultes sont payés pour faire. La juge Whitmore avait cessé de frapper son marteau. Elle regardait Maya avec un mélange de respect et de peur. Et vous avez rassemblé toutes ces preuves. Comment? Légalement, dit simplement Maya. Contrairement à quiconque a piégé mon père, je n'ai enfreint aucune loi. J'ai juste refusé d'accepter que être pauvre signifie être impuissant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus Thompson avait des larmes qui coulaient sur son visage. La galerie était transfixée. Même le sténographe judiciaire avait cessé de taper, absorbé par le drame qui se déroulait devant eux. Finalement, la juge Whitmore parla, sa voix soigneusement contrôlée. Mademoiselle Thompson, bien que votre enthousiasme soit noté, je ne peux pas simplement permettre à une enfant de pratiquer le droit dans ma salle d'audience. Alors vous ne me laissez pas le choix, dit doucement Maya. Elle sortit son téléphone, se connecta au Wi-Fi de la salle d'audience et le leva. Je diffuse ceci en direct à mon club juridique scolaire, au comité d'éthique de l'association du barreau du Michigan et à environ 15 organes de presse. Le titre de ma diffusion est « La juge refuse le droit à un avocat à un défendeur en raison de discrimination par l'âge ». Il compte déjà 8000 spectateurs. Crawford se précipita. Elle ne peut pas faire ça. Filmer au tribunal est illégal. En fait, dit Maya, la règle 8109 du Code de procédure du Michigan autorise l'enregistrement électronique lorsqu'il sert l'intérêt de la justice. Étant donné que vous essayez de condamner mon père alors que son avocat commis d'office joue à Candy Crush, je dirais que cela est admissible. Effectivement, Brewster rangea rapidement son téléphone dans sa poche. Le visage de la juge Whitmore changea de couleur plusieurs fois avant de se fixer sur un gris d'effet. Elle savait qu'elle était piégée. La diffusion en direct avait atteint 12 000 spectateurs. Le tribunal de l'opinion publique était en session. Nous allons faire une pause de 30 minutes, annonça-t-elle faiblement, pour examiner les circonstances inhabituelles. Alors que la juge s'enfuyait vers ses appartements et que la salle d'audience éclatait dans le chaos, Maya marcha vers son père. Les huissiers, incertains du protocole, la laissèrent s'approcher. « Ma petite » murmura Marcus en larmes. « Où as-tu appris tout ça ?» Maya sourit, épuisée mais inébranlable. « De toi, papa. Tu m'as appris à ne jamais abandonner quand on se bat pour ce qui est juste. Les livres de droit ne m'ont donné que le vocabulaire. » Dans ses appartements, la juge Eleanor Whitmore regardait son téléphone tandis que les réseaux sociaux explosaient. Let Maya Speak était en tendance. Son neveu Richard l'appelait frénétiquement. L'association du barreau du Michigan avait déjà publié une déclaration concernant l'enquête sur les allégations troublantes soulevées dans l'affaire Thompson. Elle avait deux choix, continuer la mascarade et faire face à la colère d'un public éveillé, ou faire quelque chose d'inédit, quelque chose qui changerait tout. Lorsque l'audience reprit, toutes les places étaient occupées. Des équipes de journalistes attendaient à l'extérieur. Le monde entier, semblait-il, regardait ce que la juge Eleanor Whitmore ferait ensuite. La juge s'assit lentement, sentant chacune de ses 65 années. Elle regarda Maya Thompson, 13 ans, debout dans sa robe trop petite, tenant son dossier en carton comme une armure, défendant son père avec rien d'autre que du courage et des faits soigneusement recherchés. Mademoiselle Thompson, commença-t-elle, et la salle d'audience retint son souffle. Mademoiselle Thompson, reprit la juge Whitmore, sa voix portant le poids de décennies passées sur le banc. Ce tribunal se trouve dans une situation sans précédent. Bien qu'il n'y ait pas de statut spécifique empêchant un mineur de représenter un défendeur dans le Michigan, il n'y a pas non plus de précédent pour le permettre. Maya se redressa. Avec respect, votre honneur, Brown contre Board of Education n'avait pas non plus de précédent. Parfois, la justice exige de faire le premier pas, un murmure parcourut la galerie bondée. Le nombre de spectateurs en direct avait grimpé à 50 000. Cependant, continua le juge,
ignorant l'interruption, étant donné la gravité de ces procédures et les droits constitutionnels en jeu, je suis prête à envisager un compromis. Crawford se leva. Votre honneur, je dois m'y opposer. Asseyez-vous, monsieur Crawford. Le ton du juge ne souffrait aucune discussion. Mademoiselle Thompson, je vous autoriserai à présenter votre cas sous une condition. Vous devez démontrer votre compétence en répondant à des questions sur la procédure pénale, le droit de la preuve et les droits constitutionnels. Considérez cela comme un examen oral du barreau. Le menton de Maya se leva. J'accepte. C'est très irrégulier, protesta Crawford. C'est aussi irrégulier qu'une jeune fille de 13 ans citant la jurisprudence plus précisément que le procureur, répliqua sèchement la juge Whitmore. Monsieur Crawford, vous pouvez poser la première question. Les yeux du procureur brillèrent d'une satisfaction prédatrice. Il allait écraser cette enfant présomptueuse et reprendre sa facile condamnation. Très bien, mademoiselle Thompson. Expliquez le concept de Montréal et ses 4 niveaux selon le code pénal modèle. Sans hésitation, Maya répondit, l'allemand réa, signifiant esprit coupable, fait référence à l'état mental requis pour établir la responsabilité pénale. Le code pénal modèle identifie 4 niveaux, intentionnellement, c'est-à-dire l'objectif conscient de s'engager dans une conduite, sciemment, la conscience que la conduite est d'une nature particulière, témérairement, le mépris conscient d'un risque substantiel, et par négligence, l'incapacité d'être conscient d'un risque substantiel. Cependant, dans cette affaire, l'accusation n'a établi aucun niveau de mens réa pour mon père, rendant leurs accusations fondamentalement viciées. Le sourire de Crawford faiblit. Quel est le standard d'admissibilité des preuves selon les règles fédérales? La règle 401 définit une preuve pertinente comme ayant toute tendance à rendre un fait plus ou moins probable qu'il ne le serait sans la preuve, et ce fait est important pour déterminer l'action. La règle 403 permet l'exclusion si la valeur probante est substantiellement dépassée par le danger de préjudice injuste, de confusion ou d'induire le jury en erreur. À ce propos, vos preuves vidéo corrompues ne respectent aucune de ces normes. Elles ne prouvent rien et existent uniquement pour préjudicier. La galerie était captivée. Quelqu'un murmura, elle est en train de le détruire. Définissez la doctrine Brady, demanda Crawford, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. Brady contre Maryland a établi que la suppression de preuves favorables à l'accusé viole le droit à une procédure régulière lorsque les preuves sont importantes pour la culpabilité ou la peine. L'accusation a un devoir affirmatif de divulguer les preuves à décharge. Vous avez déjà violé Brady en omettant de divulguer les multiples entrées par carte-clé que j'ai mentionnées plus tôt. La juge Whitmore intervint. À mon tour. Mademoiselle Thompson, quels sont les éléments requis pour prouver un vol qualifié dans le Michigan? En vertu des lois consolidées du Michigan 750 356, l'accusation doit prouver, premièrement, que la propriété appartenait à autrui. Deuxièmement, que le défendeur l'a prise sans consentement. Troisièmement, qu'il y avait une intention de priver de manière permanente. Quatrièmement, que la propriété dépassait $1000 en valeur. De plus, pour l'accusation d'effraction en vertu du MCL 750 110, ils doivent prouver une entrée illégale avec l'intention de commettre un crime ou un vol. Elle marqua une pause, puis ajouta, ils n'ont prouvé aucun de ces éléments. Mon père avait un accès légal via son emploi. Aucune propriété n'a été récupérée pour établir la prise, et ils n'ont aucune preuve d'intention au-delà de la spéculation. Expliquez le concept de chaîne de garde, poursuivit le juge. La chaîne de garde exige la documentation de la manipulation des preuves depuis la collecte jusqu'à la présentation au procès. Chaque transfert doit être enregistré pour éviter toute altération ou contamination. Les fichiers vidéo soi-disant corrompus n'ont aucune chaîne documentée. Nous ne savons pas qui les a manipulés, quand ils ont été découverts corrompus, ni qui a eu accès au système. Brewster intervint enfin, réalisant peut-être à quel point il était humilié. Qu'en est-il des protections contre la double incrimination? Maya se tourna vers lui avec un dédain à peine dissimulé. Le 5e amendement interdit de juger quelqu'un 2 fois pour la même infraction. La double incrimination s'attache lorsque le jury est assermenté lors d'un procès avec jury, ou lorsque le premier témoin est assermenté lors d'un procès sans jury. Cela ne s'applique pas encore ici, maître Brewster, mais je suis sûr que vous le saviez d'après votre préparation exhaustive de 10 minutes. La galerie rit. Même certains officiers de justice cachaient des sourires. La juge Whitmore posa plusieurs autres questions sur les droits Miranda, la perquisition et la saisie, la charge de la preuve. Maya répondit à chacune d'elles parfaitement,
ajoutant souvent des citations de jurisprudence et expliquant comment elle s'appliquait à la situation de son père. Finalement, Crawford tenta une dernière attaque désespérée. Ce sont toutes des connaissances théoriques. Elle n'a aucune expérience pratique, aucune compréhension du fonctionnement des vrais tribunaux. Les vrais tribunaux, interrompit Maya. Vous voulez dire les tribunaux où les défenseurs publics disent à des innocents de plaider coupables parce que c'est plus facile? Où les procureurs cachent des preuves parce que gagner compte plus que la justice? Où les juges laissent leurs liens familiaux influencer les procédures? Elle se tourna pour s'adresser à la galerie et aux caméras. J'ai peut-être 13 ans, mais je connais la différence entre la façon dont les tribunaux sont censés fonctionner et la façon dont ils fonctionnent réellement. La question est, quelle version allons-nous voir aujourd'hui? La salle d'audience tomba dans le silence. Marcus Thompson regarda sa fille avec admiration. Quand sa petite fille était-elle devenue cette guerrière? La juge Whitmore s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Thompson, vous avez démontré une connaissance remarquable du droit. Cependant, la connaissance seule ne fait pas un avocat. Pouvez-vous gérer la pression d'un litige réel? Essayez-moi, dit simplement Maya. Le juge l'étudia longuement. Autour d'eux, l'histoire tenait en équilibre sur le fil du rasoir. L'ancienne garde du système juridique faisait face à son avenir, et aucun des deux ne reculait. Très bien, dit finalement la juge Whitmore. Ce tribunal autorisera Maya Thompson à servir de co-avocate pour la défense, Maître Brewster restant l'avocat principal à des fins techniques. La galerie éclata. Crawford avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Brewster semblait soulagé d'avoir de l'aide, même d'une adolescente. Cependant, continua le juge, élevant la voix au-dessus du bruit, Mademoiselle Thompson, vous serez tenue aux mêmes normes que tout avocat. Toute violation de procédure, tout outrage au tribunal, et vous serez immédiatement retiré. C'est compris? Parfaitement, votre honneur. Alors nous allons procéder à l'audience préliminaire. Monsieur Crawford, appelez votre premier témoin. Tandis que Crawford tâtonnait avec ses notes, essayant de recalibrer toute sa stratégie, Maya ouvrit son dossier en carton et en sortit des documents méticuleusement organisés. Elle se préparait à ce moment depuis 3 ans sans le savoir. Chaque nuit où son père travaillait tard. Chaque texte juridique qu'elle avait dévoré, chaque injustice dont elle avait été témoin l'avait menée à cette salle d'audience, prête à faire l'histoire. Ma petite, murmura Marcus depuis la table du défendeur. Maya regarda son père, l'homme qui l'avait élevé seul, qui avait fait 2 métiers pour les maintenir à flot, qui n'avait jamais manqué une pièce de théâtre scolaire ou une réunion parents-professeurs malgré l'épuisement. L'homme qui lui avait appris que la dignité ne dépendait pas du travail que l'on faisait, mais de la manière dont on le faisait. Nous le sommes déjà, papa, murmura-t-elle en retour. Maintenant, montrons-leur de quoi sont faits les Thompson. Crawford appela son premier témoin, le chef de la sécurité de Whitmore et associés. Tandis que l'homme prenait place à la barre, Maya remarqua ses regards nerveux vers la galerie où Richard Whitmore III venait d'entrer, le visage sombre de fureur. La vraie bataille était sur le point de commencer, et Maya Thompson, 13 ans, fille d'un concierge, défenseur de la justice, était prête à la guerre. Indiquez votre nom pour le procès-verbal, commença Crawford, tentant de retrouver son calme. Bradley Hutchinson. Je suis le chef de la sécurité de nuit chez Whitmore et associés. Crawford hocha la tête, feuilletant ses papiers. Monsieur Hutchinson, parlez-nous de la nuit du 15 octobre. Eh bien, je surveillais les flux de sécurité lorsque j'ai remarqué une activité de carte clé irrégulière dans la zone de classement sécurisé. La carte de Marcus Thompson a été utilisée pour accéder à des zones restreintes plusieurs fois entre 23h et 2h du matin. Et ces zones étaient-elles des endroits où Monsieur Thompson n'était pas autorisé à entrer? Correct? Les concierges ne sont autorisés que dans les zones communes et les bureaux ordinaires, pas dans les salles de documents sécurisées. Maya prit des notes, ses mains stables malgré son cœur battant. Elle capta quelque chose dans le témoignage de Hutchinson que Crawford manqua entièrement. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez remarqué cette activité? Continua Crawford. J'ai essayé de vérifier les flux vidéo, mais ils étaient corrompus. Le système a montré plusieurs défaillances. Comme c'est pratique pour le défendeur, dit Crawford, s'adressant à la galerie. Pas d'autres questions. La juge Whitmore hocha la tête. Mademoiselle Thompson, votre témoin. Maya se leva lentement, tous les yeux de la salle d'audience rivés sur elle.
Elle s'approcha de la barre des témoins avec le dossier qui était devenu son bouclier et son épée. Monsieur Hutchinson, vous avez dit que vous surveillez les flux lorsque vous avez remarqué l'activité irrégulière. À quelle heure avez-vous commencé votre quart de travail cette nuit-là? 23 heures, intéressant. Donc, l'activité irrégulière a commencé exactement à votre arrivée. Eh bien, je l'ai remarqué peu après. Maya sortit un document. J'ai ici le journal de sécurité du 15 octobre. Il indique que vous avez pointé à 23h47, pas à 23h. Mentiez-vous sur votre heure de début de travail, ou étiez-vous simplement négligent avec les faits? Hutchinson se déplaça inconfortablement. J'étais approximativement. Dans une affaire criminelle, approximativement envoie des innocents en prison, monsieur Hutchinson. Soyons précis. Vous aviez 47 minutes de retard. Que faisiez-vous? J'ai eu des problèmes de voiture. L'avez-vous signalé à votre superviseur? Non, je m'en suis occupé discrètement. Les yeux de Maya s'aiguisèrent. Comme vous traitez d'autres choses discrètement. Dites-moi, qui a un accès administrateur au système de carte-clé? Plusieurs personnes, la haute direction, les chefs de service informatique et les chefs de sécurité. Des chefs de sécurité comme vous? Crawford objecta. Pertinence. Cela concerne d'autres théories d'accès, votre honneur, répondit Maya en douceur. Je l'autoriserai. Maya continua. Donc, vous auriez pu modifier les journaux de la carte clé? Je ne ferai jamais ça. Je n'ai pas demandé si vous le feriez. J'ai demandé si vous le pouviez. Techniquement, oui. Maya sortit un autre papier. Ceci est une impression des données de la carte clé du 15 octobre. Pouvez-vous expliquer pourquoi la carte de mon père a été utilisée dans la salle sécurisée du 3e étage à 23h33 et simultanément dans la zone de stockage du sous-sol? Hutchinson pâlit. Cela doit être une erreur système. Une erreur système qui, par coïncidence, fait paraître mon père coupable. Combien d'autres erreurs y a-t-il eu cette nuit-là? Je ne sais pas, vous ne savez pas? La voix de Maya s'éleva légèrement. Vous êtes le chef de la sécurité. N'est-ce pas votre travail de savoir? Elle n'attendit pas de réponse. Parlons de la corruption vidéo. Vous avez dit que plusieurs caméras étaient tombées en panne. Oui. Lesquelles spécifiquement? Celles qui couvraient la zone de classement sécurisée. Seulement celles-là? Pas les caméras du hall? Pas le parking? Non, juste la zone sécurisée. Maya sourit froidement. Donc, dans un bâtiment avec 47 caméras de sécurité, seuls les 5 qui auraient montré qui a réellement accédé à ces fichiers se sont mystérieusement corrompus? C'est un dysfonctionnement très sélectif, ne diriez-vous pas? Crawford objecta à nouveau. Argumentatif. Retiré, dit Maya, mais le mal était fait. La galerie murmurait. Elle retourna à sa table et sortit un ordinateur portable. Votre honneur, je voudrais présenter la pièce à conviction de la défense à objection, cria Crawford. Nous n'avons pas eu le temps de l'examiner. Ce sont des images de sécurité du bâtiment d'en face, interrompit Maya. Publiquement accessibles, horodatées et directement pertinentes. La juge Whitmore réfléchit. Je l'autoriserai. Maya connecta l'ordinateur portable à l'écran de la salle d'audience. Monsieur Hutchinson, voici des images du bâtiment de la Meridian Bank, qui a une vue claire de l'entrée des employés de Whitmore et associés. Pouvez-vous identifier la personne qui entre à 23h28? L'image était granuleuse mais suffisamment claire. Une silhouette en uniforme de sécurité était visible. Cela semble être moi. 19 minutes avant que vous n'affirmiez avoir pointé. Et qui est avec vous? Les mains de Hutchinson agrippèrent la barre des témoins. Je ne sais pas, vous ne savez pas? Maya zoomait. C'est Richard Whitmore III, n'est-ce pas? Le même Richard Whitmore qui a déposé la plainte contre mon père? La salle d'audience explosa. Crawford était debout, protestant. Richard Whitmore se précipita vers l'avant, criant à la calomnie. La juge Whitmore frappa son marteau à plusieurs reprises. Ordre. Monsieur Whitmore, asseyez-vous ou soyez expulsé. Maya attendit calmement le retour au calme. Monsieur Hutchinson, pourquoi Richard Whitmore entrait-il dans le bâtiment avec vous à 23h28 alors qu'il a dit à la police qu'il n'était pas là cette nuit-là?
Nous sommes juste arrivés en même temps. Juste par hasard? Maya sortit un autre document. Ceci est la déclaration officielle de Monsieur Whitmore à la police. Il a dit, et je cite, « J'ai quitté le bureau à 18h et ne suis revenu que le lendemain matin lorsque j'ai découvert le vol. » Mentait-il alors, ou mentez-vous maintenant? Crawford tenta de sauver la situation. Votre honneur, c'est de la spéculation. C'est une preuve, rétorqua Maya. Une preuve que l'accusation n'a pas pris la peine de trouver ou a délibérément ignorée. Monsieur Hutchinson, je vous le demande directement, Richard Whitmore III vous a-t-il demandé de modifier les journaux de la carte clé pour piéger mon père? Non, absolument pas. Alors expliquez ceci. Maya produisit un autre document. Des relevés bancaires montrant un dépôt de $10 000 sur votre compte le 16 octobre. D'où vient cet argent? Hutchinson transpirait maintenant. C'était un prêt de mon frère. Votre frère qui vit à Seattle et est au chômage depuis 2 ans? Comment avez-vous? Des registres publics, monsieur Hutchinson? Étonnant ce que l'on peut trouver quand on cherche vraiment. Contrairement à monsieur Crawford, j'ai fait mes devoirs. Elle se tourna vers le juge. Votre honneur, je demande que ce témoin soit traité comme hostile et que soient assignés ses relevés financiers et ses données téléphoniques. La juge Whitmore avait l'air ébranlée. Cela ne se passait pas comme tout le monde l'avait prévu. Monsieur Crawford, le procureur se débattait. C'est une pêche aux informations. Une enfant qui joue au détective. Cet enfant, dit Maya fermement, a découvert plus de preuves en 3 jours que vous pendant toute votre enquête. Soit vous êtes incompétent, soit vous êtes complice. Lequel des deux? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Le calme de Maya se brisa enfin, révélant la fureur sous-jacente. Vous étiez prêt à envoyer mon père en prison sur la base de mensonges et de preuves falsifiées. Vous n'avez pas enquêté parce que vous vous en fichiez. Il n'est qu'un concierge pour vous, n'est-ce pas? Ne vaut pas l'effort. Elle se tourna de nouveau vers Hutchinson. Une dernière question. Qui d'autre était dans le bâtiment cette nuit-là? Juste l'équipe de nettoyage. Non, Marcus Thompson, Maria Gonzalez et Samuel Chen. C'est intéressant. Maya sortit son dernier document. Parce que voici le planning de travail pour le 15 octobre. Maria Gonzalez a appelé pour dire qu'elle était malade. Samuel Chen était en vacances. Mon père était le seul concierge prévu. Alors, qui d'autre avez-vous vraiment laissé entrer dans le bâtiment cette nuit-là? Hutchinson craqua. Je veux un avocat. La salle d'audience éclata de nouveau. La juge Whitmore semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Richard Whitmore était retenu par des huissiers alors qu'il tentait de s'approcher de la barre des témoins. Maya se tourna pour faire face à la galerie, aux caméras, au monde entier qui regardait. Mesdames et messieurs, voici ce qui passe pour la justice quand on est pauvre. Des preuves falsifiées, des témoignages parjure, et des procureurs qui ne posent pas de questions parce qu'ils ont déjà décidé que vous êtes coupable. Mon père a nettoyé leur bureau pendant 20 ans. Son seul crime a été d'être pratique à piéger. Elle regarda directement la juge Whitmore. Votre honneur, je demande le rejet immédiat de toutes les accusations et une enquête sur la faute professionnelle du procureur et la conspiration visant à piéger mon client. La voix du juge était à peine audible. Nous ferons une pause d'1 heure. Lorsque la salle d'audience se vida, Maya sentit ses jambes trembler. L'adrénaline qui l'avait portée s'estompait. Elle parvint aux côtés de son père juste au moment où ses genoux lâchaient. Marcus la rattrapa, des larmes coulant sur son visage. Ma petite, tu es incroyable. J'ai peur, papa, avoua-t-elle doucement. Je sais, mais tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ta maman serait si fière. Dans le couloir, des équipes de journalistes fourmillaient. Le hashtag Maya Thompson for Justice était en tendance mondiale. Des experts juridiques sur les chaînes d'information qualifiaient cela de performance judiciaire la plus extraordinaire qu'ils aient jamais vue. Mais Maya n'avait pas encore fini. Le contre-interrogatoire avait révélé les fissures dans le dossier de l'accusation. Il était maintenant temps de le faire éclater au grand jour. Pendant la pause, les couloirs du palais de justice bourdonnaient d'une énergie frénétique. Les journalistes tendaient des microphones à quiconque sortait de la salle d'audience. Les analystes juridiques débattaient en direct à la télévision. Les images de sécurité que Maya avait découvertes passaient sur toutes les chaînes d'information.
Maya était assise dans un coin tranquille avec son père, partageant un sandwich de distributeur automatique. Malgré tout, ils trouvaient du réconfort dans ce simple moment ensemble. Maya, dit Marcus doucement, quoi qu'il arrive, je dois te dire à quel point je suis fier. Garde le discours pour après notre victoire, papa. Elle lui serra la main. Nous n'avons pas encore fini. Crawford s'approcha d'eux, son arrogance précédente remplacée par le désespoir. Écoute, gamine. Mademoiselle Thompson. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Réduction des accusations, peine purgée. Pas d'arrangement, dit Maya catégoriquement. Vous avez essayé de détruire mon père. Maintenant, je vais détruire votre dossier. Vous avez eu de la chance avec Hutchinson. Vous n'aurez pas de chance. Maya rit, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. J'ai des affidavits signés de 3 autres concierges déclarant que Richard Whitmore les a pressurisés pour espionner des entreprises rivales. J'ai des courriels entre Whitmore et Hutchinson discutant de l'opération d'octobre. J'ai des preuves de 6 affaires similaires au cours des 5 dernières années, toutes ciblant des employés qui refusaient de participer à l'espionnage industriel ou de couvrir la mauvaise conduite des dirigeants. Le visage de Crawford devint blanc. Comment avez-vous pu? Parce que pendant que vous planifiez votre fête de la victoire, je faisais ce que les avocats sont censés faire, chercher la vérité. Lorsque l'audience reprit, la juge Whitmore avait l'air épuisée. Le poids de son nom de famille, la corruption de son neveu et l'effondrement spectaculaire de ce qui aurait dû être une affaire simple pesaient sur ses épaules. Mademoiselle Thompson, commença-t-elle, bien que votre contre-interrogatoire ait soulevé de sérieuses questions, l'accusation a toujours le droit de présenter son dossier complet. En fait, votre honneur, Maya se leva, je voudrais appeler un témoin pour la défense. C'est toujours l'affaire principale de l'accusation, protesta Crawford. En vertu de la règle 6.201b, 3, du Code de procédure du Michigan, la défense peut appeler des témoins hors ordre lorsque les circonstances l'exigent. Étant donné que le témoin clé de l'accusation vient d'invoquer ses droits du 5e amendement, je dirais que les circonstances l'exigent. La juge Whitmore soupira. Qui souhaitez-vous appeler? Maria Gonzalez. Crawford fronça les sourcils. Elle ne figure sur aucune liste de témoins. Parce que vous n'avez jamais pris la peine de l'interroger, répondit Maya. Malgré le fait qu'elle soit l'une des 3 seuls concierges ayant accès au bâtiment. Une petite femme latine d'une 50aine d'années entra dans la salle d'audience, visiblement nerveuse mais déterminée. Après avoir prêté serment, elle s'assit rigidement sur la chaise des témoins. Madame Gonzalez, commença Maya doucement, depuis combien de temps travaillez-vous chez Whitmore et Associés? 15 ans. Connaissez-vous mon père? Oui, Marcus est un homme bon. Le meilleur d'entre nous. Vous étiez censé travailler le 15 octobre, mais vous avez appelé pour dire que vous étiez malade. Étiez-vous réellement malade? Maria jeta un regard nerveux à Richard Whitmore. Non. Pourquoi avez-vous appelé pour dire que vous étiez malade? On m'a dit de le faire. La galerie s'agita. Crawford se leva. Objection. Rumeur. C'est une déclaration par un agent de la partie adverse, rétorqua Maya. Exception à la rumeur en vertu de la règle 801, D, 2, D. La juge Whitmore hocha lentement la tête. Rejeté. Qui vous a dit de ne pas venir travailler? Monsieur Richard Whitmore. La salle d'audience éclata. Richard se leva d'un bond. C'est de la calomnie. Je demande. Asseyez-vous, Richard, dit froidement la juge Whitmore. Le visage de son neveu rougit, mais il obtempéra. Maya continua. A-t-il dit pourquoi? Il a dit qu'il y aurait un nettoyage spécial cette nuit-là. Confidentiel. Seules certaines personnes pouvaient être là. Mais mon père devait travailler. C'est ce qui m'a troublé. Pourquoi renvoyer Samuel et moi chez nous mais garder Marcus? Avez-vous parlé de cela à quelqu'un? J'ai essayé de prévenir Marcus, mais Monsieur Whitmore a dit que si je le contactais, je serais renvoyé et déporté. Déporté? Êtes-vous ici illégalement? Non, je suis citoyenne depuis 10 ans. Mais Monsieur Whitmore, il sait que j'ai de la famille qui attend encore ses papiers. Il a dit qu'il avait des contacts avec l'ICE. Maya laissa cela s'infiltrer. Que s'est-il passé après le 15 octobre? Monsieur Whitmore est venu chez moi, m'a donné $5 000 en espèces, a dit que c'était un bonus pour être une employée loyale et garder le silence.
Avez-vous gardé l'argent? Maria fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Chaque dollar. Je savais que quelque chose de grave s'était passé. Je savais qu'ils avaient fait quelque chose à Marcus. Je l'ai gardé comme preuve. Maya prit l'enveloppe, montrant l'épaisse liasse de billets au tribunal. Votre honneur, je voudrais marquer ceci comme pièce à conviction de la défense B. Madame Gonzalez, y a-t-il autre chose? Oui. La voix de Maria devint plus forte. Je n'étais pas la première. Au fil des ans, Monsieur Whitmore a déjà fait cela. Des ouvriers d'entretien, des secrétaires, du personnel de la salle du courrier, toujours ceux qu'ils pensent ne pouvoir pas se défendre. Toujours des minorités. Toujours des gens qu'ils pensent sans importance. Objection. Cria Crawford. Préjudiciable et hors de portée. Cela concerne le modèle de comportement et le motif, votre honneur, argumenta Maya. Je l'autoriserai, statua la juge Whitmore, sa voix lourde. Maya retourna à sa table et sortit un épais dossier manille. Madame Gonzalez a fourni des documents sur 7 autres incidents. Des employés piégés, licenciés ou forcés de démissionner lorsqu'ils ne voulaient pas participer à l'espionnage industriel ou dissimuler la mauvaise conduite des dirigeants. Elle étala les documents sur la table de la défense, des relevés financiers montrant des paiements au personnel de sécurité, des courriels discutant de la résolution de problèmes, et ceci elle brandit un courriel imprimé de Richard Whitmore à Bradley Hutchinson daté du 14 octobre, demain soir. Assurez-vous que la carte de Thomson indique un accès maximal. Nous devons faire en sorte que cela tienne. Richard Whitmore bondit de son siège. Ce sont des communications privilégiées. Avocat-client. Vous n'êtes pas avocat, monsieur Whitmore, dit calmement Maya. Vous êtes vice-président exécutif des opérations, et ce ne sont pas des communications légales, ce sont des conspirations criminelles. Elle se tourna vers la juge Whitmore. Votre honneur, je voudrais appeler un autre témoin. Qui? Richard Whitmore III. Le visage du juge était de pierre. Richard, prenez la barre. Je refuse. C'est un tribunal de pacotille dirigé par une enfant. Prenez la barre, répéta la juge Whitmore, ou je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Tandis que Richard Whitmore marchait lentement vers la barre des témoins, son costume coûteux ne pouvait cacher la peur dans ses yeux. Il était entré dans cette salle d'audience s'attendant à voir un concierge condamné à la va-vite. Au lieu de cela, il faisait face à une jeune fille de 13 ans qui avait démêlé des années de corruption en une seule matinée. Maya s'approcha de lui comme un chasseur traquant sa proie. Monsieur Whitmore, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? C'est ridicule. Répondez à la question. Oui, grogna-t-il. Bien. Parlons des dossiers Hartley. Vous affirmez qu'ils ont été volés le 15 octobre. Pouvez-vous décrire ces dossiers? Des documents de fusion confidentiels valant des millions. Intéressant, car j'ai ici un mémo de Hartley Industries daté du 10 octobre indiquant que la fusion a été annulée. Il n'y avait aucun document de valeur à voler car l'accord était déjà caduc. La couleur quitta le visage de Richard. Alors, qu'est-ce que vous faisiez vraiment cette nuit-là? Pourquoi accuser mon père d'avoir volé des documents qui n'avaient aucune valeur? Je n'ai pas à répondre. En fait, si. Vous êtes sous serment. À moins que vous ne vouliez invoquer le 5e amendement comme votre agent de sécurité. Richard regarda désespérément sa tante. La juge Whitmore le regarda en retour avec dégoût. La vérité, monsieur Whitmore. Il a vu quelque chose, murmura Richard. Plus fort, s'il vous plaît. Il a vu quelque chose, cria Richard. Il y a 3 semaines, il nettoyait mon bureau alors que je déchiquetais des documents, des preuves de détournement de fonds, de siphonnage des comptes clients. Il n'a rien dit, il est juste parti. Mais je savais qu'il avait vu. Je savais qu'un jour. Alors, vous avez décidé de le piéger en premier, de détruire sa crédibilité avant qu'il ne puisse vous exposer. Je veux mon avocat. J'en suis sûr. Maya se tourna vers la juge Whitmore. Votre honneur, la défense a terminé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus Thomson était assis à la table de la défense, des larmes coulant sur son visage, non de tristesse, mais de vindication. Sa fille, sa petite fille, avait fait l'impossible. La juge Whitmore parla lentement, chaque mot précis et délibéré. Monsieur Crawford, le ministère public souhaite-t-il poursuivre?
Crawford regarda son dossier anéanti, Richard Whitmore, qui venait d'avouer des détournements de fonds et une conspiration, la jeune fille de 13 ans qui les avait détruits tous les deux. Le ministère public demande le rejet de toutes les accusations contre Marcus Thompson. Il en est ainsi ordonné. Le marteau tomba avec finalité. Monsieur Thompson, vous êtes libre de partir. Officier de justice, veuillez prendre en charge Monsieur Richard Whitmore III et Monsieur Bradley Hutchinson. Alors que le chaos éclatait dans la salle d'audience, Maya sentit ses jambes trembler. L'adrénaline qui l'avait portée s'estompait. Elle parvint aux côtés de son père juste au moment où ses genoux lâchaient. Marcus la rattrapa, des larmes coulant sur son visage. « Ma petite, tu es incroyable. »« J'ai peur, papa » avoua-t-elle doucement. « Je sais, mais tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ta maman serait si fière. » Dans le couloir, des équipes de journalistes fourmillaient. Le hashtag Maya Thompson for Justice était en tendance mondiale. Des experts juridiques sur les chaînes d'information qualifiaient cela de performance judiciaire la plus extraordinaire qu'ils aient jamais vue. Mais Maya n'avait pas encore fini. Le contre-interrogatoire avait révélé les fissures dans le dossier de l'accusation. Il était maintenant temps de le faire éclater au grand jour. Pendant la pause, les couloirs du palais de justice bourdonnaient d'une énergie frénétique. Les journalistes tendaient des microphones à quiconque sortait de la salle d'audience. Les analystes juridiques débattaient en direct à la télévision. Les images de sécurité que Maya avait découvertes passaient sur toutes les chaînes d'information. Maya était assise dans un coin tranquille avec son père, partageant un sandwich de distributeur automatique. Malgré tout, ils trouvaient du réconfort dans ce simple moment ensemble. « Maya, » dit Marcus doucement, « quoi qu'il arrive, je dois te dire à quel point je suis fier. Garde le discours pour après notre victoire, papa. » Elle lui serra la main. « Nous n'avons pas encore fini. » Crawford s'approcha d'eux, son arrogance précédente remplacée par le désespoir. « Écoute, gamine. Mademoiselle Thompson. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Réduction des accusations, peine purgée. » Pas d'arrangement, dit Maya catégoriquement. Vous avez essayé de détruire mon père. Maintenant, je vais détruire votre dossier. Vous avez eu de la chance avec Hutchinson. Vous n'aurez pas de chance. Maya rit, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. J'ai des affidavits signés de 3 autres concierges déclarant que Richard Whitmore les a pressurisés pour espionner des entreprises rivales. J'ai des courriels entre Whitmore et Hutchinson discutant de l'opération d'octobre. J'ai des preuves de 6 affaires similaires au cours des 5 dernières années, toutes ciblant des employés qui refusaient de participer à l'espionnage industriel ou de couvrir la mauvaise conduite des dirigeants. Le visage de Crawford devint blanc. Comment avez-vous pu? Parce que pendant que vous planifiez votre fête de la victoire, je faisais ce que les avocats sont censés faire, chercher la vérité. Lorsque l'audience reprit, la juge Whitmore avait l'air épuisée. Le poids de son nom de famille, la corruption de son neveu et l'effondrement spectaculaire de ce qui aurait dû être une affaire simple pesaient sur ses épaules. Mademoiselle Thompson, commença-t-elle, bien que votre contre-interrogatoire ait soulevé de sérieuses questions, l'accusation a toujours le droit de présenter son dossier complet. En fait, votre honneur, Maya se leva, je voudrais appeler un témoin pour la défense. C'est toujours l'affaire principale de l'accusation, protesta Crawford. En vertu de la règle 6.201b, 3, du Code de procédure du Michigan, la défense peut appeler des témoins hors ordre lorsque les circonstances l'exigent. Étant donné que le témoin clé de l'accusation vient d'invoquer ses droits du 5e amendement, je dirais que les circonstances l'exigent. La juge Whitmore soupira. Qui souhaitez-vous appeler? Maria Gonzalez. Crawford fronça les sourcils. Elle ne figure sur aucune liste de témoins. Parce que vous n'avez jamais pris la peine de l'interroger, répondit Maya. Malgré le fait qu'elle soit l'une des 3 seuls concierges ayant accès au bâtiment. Une petite femme latine d'une 50aine d'années entra dans la salle d'audience, clairement nerveuse mais déterminée. Après avoir prêté serment, elle s'assit rigidement dans le fauteuil des témoins. Madame Gonzalez, commença Maya doucement, depuis combien de temps travaillez-vous chez Whitmore et Associés? 15 ans. Connaissez-vous mon père? Oui, Marcus est un homme bon. Le meilleur d'entre nous. Vous étiez censé travailler le 15 octobre, mais vous avez appelé pour dire que vous étiez malade. Étiez-vous réellement malade? Maria jeta un regard nerveux à Richard Whitmore. Non.
Pourquoi avez-vous appelé pour dire que vous étiez malade? On m'a dit de le faire. La galerie s'agita. Crawford se leva. Objection. Rumeur. C'est une déclaration par un agent de la partie adverse, rétorqua Maya. Exception à la rumeur en vertu de la règle 801, D, 2, D. La juge Whitmore hocha lentement la tête. Rejeté. Qui vous a dit de ne pas venir travailler? Monsieur Richard Whitmore. La salle d'audience éclata. Richard se leva d'un bond. C'est de la calomnie. Je demande. Asseyez-vous, Richard, dit froidement la juge Whitmore. Le visage de son neveu rougit, mais il obtempéra. Maya continua. A-t-il dit pourquoi? Il a dit qu'il y aurait un nettoyage spécial cette nuit-là. Confidentiel. Seules certaines personnes pouvaient être là. Mais mon père devait travailler. C'est ce qui m'a troublé. Pourquoi renvoyer Samuel et moi chez nous mais garder Marcus? Avez-vous parlé de cela à quelqu'un? J'ai essayé de prévenir Marcus, mais Monsieur Whitmore a dit que si je le contactais, je serais renvoyé et déporté. Déporté? Êtes-vous ici illégalement? Non, je suis citoyenne depuis 10 ans. Mais Monsieur Whitmore, il sait que j'ai de la famille qui attend encore ses papiers. Il a dit qu'il avait des contacts avec l'ICE. Maya laissa cela s'infiltrer. Que s'est-il passé après le 15 octobre? Monsieur Whitmore est venu chez moi, m'a donné $5000 en espèces, a dit que c'était un bonus pour être une employée loyale et garder le silence. Avez-vous gardé l'argent? Maria fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Chaque dollar. Je savais que quelque chose de grave s'était passé. Je savais qu'ils avaient fait quelque chose à Marcus. Je l'ai gardé comme preuve. Maya prit l'enveloppe, montrant l'épaisse liasse de billets au tribunal. Votre honneur, je voudrais marquer ceci comme pièce à conviction de la défense B. Madame Gonzalez, y a-t-il autre chose? Oui. La voix de Maria devint plus forte. Je n'étais pas la première. Au fil des ans, Monsieur Whitmore a déjà fait cela. Des ouvriers d'entretien, des secrétaires, du personnel de la salle du courrier, toujours ceux qu'ils pensent ne pouvoir pas se défendre. Toujours des minorités. Toujours des gens qu'ils pensent sans importance. Objection. Cria Crawford. Préjudiciable et hors de portée. Cela concerne le modèle de comportement et le motif, votre honneur, argumenta Maya. Je l'autoriserai, statua la juge Whitmore, sa voix lourde. Maya retourna à sa table et sortit un épais dossier manille. Madame Gonzalez a fourni des documents sur 7 autres incidents. Des employés piégés, licenciés ou forcés de démissionner lorsqu'ils ne voulaient pas participer à l'espionnage industriel ou dissimuler la mauvaise conduite des dirigeants. Elle étala les documents sur la table de la défense, des relevés financiers montrant des paiements au personnel de sécurité, des courriels discutant de la résolution de problèmes, et ceci elle brandit un courriel imprimé de Richard Whitmore à Bradley Hutchinson daté du 14 octobre, demain soir. Assurez-vous que la carte de Thomson indique un accès maximal. Nous devons faire en sorte que cela tienne. Richard Whitmore bondit de son siège. Ce sont des communications privilégiées. Avocat-client. Vous n'êtes pas avocat, Monsieur Whitmore, dit calmement Maya. Vous êtes vice-président exécutif des opérations, et ce ne sont pas des communications légales, ce sont des conspirations criminelles. Elle se tourna vers la juge Whitmore. Votre honneur, je voudrais appeler un autre témoin. Qui? Richard Whitmore III. Le visage du juge était de pierre. Richard, prenez la barre. Je refuse. C'est un tribunal de pacotille dirigé par une enfant. Prenez la barre, répéta la juge Whitmore, ou je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Tandis que Richard Whitmore marchait lentement vers la barre des témoins, son costume coûteux ne pouvait cacher la peur dans ses yeux. Il était entré dans cette salle d'audience s'attendant à voir un concierge condamné à la va-vite. Au lieu de cela, il faisait face à une jeune fille de 13 ans qui avait démêlé des années de corruption en une seule matinée. Maya s'approcha de lui comme un chasseur traquant sa proie. Monsieur Whitmore, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? C'est ridicule. Répondez à la question. Je le jure, grogna-t-il. Bien. Parlons des dossiers Hartley. Vous affirmez qu'ils ont été volés le 15 octobre. Pouvez-vous décrire ces dossiers? Des documents de fusion confidentiels valant des millions.
Intéressant, car j'ai ici un mémo de Hartley Industries daté du 10 octobre stipulant que la fusion a été annulée. Il n'y avait aucun document de valeur à voler parce que l'accord était déjà caduc. La couleur quitta le visage de Richard. Alors, qu'est-ce que vous faisiez vraiment cette nuit-là? Pourquoi accuser mon père d'avoir volé des documents qui n'avaient aucune valeur? Je n'ai pas à répondre. En fait, si. Vous êtes sous serment. À moins que vous ne vouliez invoquer le 5e amendement comme votre agent de sécurité. Richard regarda désespérément sa tante. La juge Whitmore le regarda en retour avec dégoût. La vérité, monsieur Whitmore. Il a vu quelque chose, murmura Richard. Plus fort, s'il vous plaît. Il a vu quelque chose. Cria Richard. Il y a 3 semaines, il nettoyait mon bureau quand je déchiqueterais des documents, des preuves de détournement de fonds, de siphonnage des comptes clients. Il n'a rien dit, il est juste parti. Mais je savais qu'il avait vu. Je savais qu'un jour. Alors, vous avez décidé de le piéger en premier, de détruire sa crédibilité avant qu'il ne puisse vous exposer? Je veux mon avocat. J'en suis sûr. Maya se tourna vers la juge Whitmore. Votre honneur, la défense a terminé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus Thompson était assis à la table de la défense, des larmes coulant sur son visage, non de tristesse, mais de vindication. Sa fille, sa petite fille, avait fait l'impossible. La juge Whitmore parla lentement, chaque mot précis et délibéré. Monsieur Crawford, le ministère public souhaite-t-il poursuivre? Crawford regarda son dossier anéanti, Richard Whitmore, qui venait d'avouer des détournements de fonds et une conspiration, la jeune fille de 13 ans qui les avait détruits tous les deux. Le ministère public demande le rejet de toutes les accusations contre Marcus Thompson. Il en est ainsi ordonné. Le marteau tomba avec finalité. Monsieur Thompson, vous êtes libre de partir. Officier de justice, veuillez prendre en charge Monsieur Richard Whitmore III et Monsieur Bradley Hutchinson. Alors que le chaos éclatait dans la salle d'audience, Maya sentit la force quitter ses jambes. Elle l'avait fait. David avait vaincu Goliath avec rien d'autre que la vérité et la détermination. Marcus la serra dans ses bras, tous deux pleurant maintenant. Ma petite, comment as-tu su? Comment as-tu su pour le déchiquetage? Maya sourit à travers ses larmes. Je ne savais pas. Mais tu m'as appris à toujours nettoyer minutieusement, même la poubelle. J'ai pensé que quelqu'un comme lui devait cacher quelque chose. Parfois, la meilleure preuve est dans la poubelle. Autour d'eux, les journalistes réclamaient des interviews. Des experts juridiques qualifiaient cela de défense la plus extraordinaire de l'histoire du Michigan. Mais pour Maya et Marcus Thompson, c'était simplement la justice, celle qui ne devrait pas exiger qu'une jeune fille de 13 ans se batte pour elle, mais qui l'a fait. Le système les avait trahis. Alors, ils avaient vaincu le système, et le monde n'oublierait jamais. Alors que les officiers de justice emmenaient Richard Whitmore menotté, Maya se retrouva entourée de journalistes, tous posant des questions à la fois. Elle leva la main, et étonnamment, ils se turent. Je répondrai à vos questions, dit-elle, sa jeune voix stable malgré l'épuisement. Mais d'abord, je veux dire quelque chose. Les caméras se focalisèrent sur sa petite silhouette, toujours dans sa robe trop serrée, serrant toujours son dossier en carton qui contenait suffisamment de preuves pour faire tomber des hommes puissants. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'aurait pas dû être nécessaire. Mon père a travaillé honnêtement pendant 20 ans, et il a fallu sa fille de 13 ans pour prouver son innocence. Combien d'autres sont actuellement en prison parce qu'ils n'avaient personne pour se battre pour eux? Elle marqua une pause, regardant directement la caméra la plus proche. La loi dit justice pour tous, mais nous savons tous que ce n'est pas vrai. La justice a un prix. Si vous ne pouvez pas vous la permettre, vous ne l'obtenez pas. Cela doit changer. Mademoiselle Thompson, appela un journaliste, comment avez-vous appris autant sur le droit? Maya sourit tristement. Quand on est pauvre, on apprend tôt que la connaissance est la seule arme que l'on peut se permettre. Plus tard ce soir-là, dans une petite salle de conférence que le tribunal avait mise à disposition pour plus d'intimité, Maya raconta enfin l'histoire complète à un groupe restreint de journalistes, avec la permission de son père. Cela a commencé il y a 3 ans, commença-t-elle, les mains autour d'une tasse de chocolat chaud que quelqu'un lui avait apporté. Papa avait juste eu la permission que j'attende à la bibliothèque de Whitmore pendant qu'il faisait des quarts de nuit. Je devais faire mes devoirs. Elle jeta un coup d'œil à son père avec un petit sourire.
Mais avez-vous déjà été dans une bibliothèque de droit? Tous ces livres, toutes ces connaissances, juste là. J'ai commencé à lire par curiosité. Droit pénal, procédure, droit constitutionnel. Plus je lisais, plus je comprenais pourquoi notre quartier avait l'air comme ça, pourquoi certaines personnes avaient une seconde chance et d'autres non. Mais pourquoi garder le secret? Demanda un journaliste. Parce que qui prendrait une enfant de 10 ans au sérieux? Je me disais que je me préparais pour l'avenir, peut-être la faculté de droit un jour. Je n'ai jamais imaginé. Sa voix se brisa. Je n'ai jamais imaginé que j'en aurais besoin pour sauver mon père. Marcus tendit la main et lui serra l'épaule. Dis-leur pour ton carnet. Maya sortit un cahier de composition usé de son dossier. J'ai pris des notes sur tout ce que j'apprenais. Citation de jurisprudence, principes juridiques, procédures. 3 ans d'études condensées là-dedans. Elle feuilleta les pages couvertes d'une écriture soignée. Quand papa a été arrêté, je savais que l'avocat commis d'office n'aurait pas le temps de construire une vraie défense, alors je l'ai fait moi-même. Les images de sécurité d'en face, relança un autre journaliste. Comment avez-vous pensé à chercher là-bas? Dans les livres de droit, ils parlent toujours de sources alternatives de preuves. J'ai cartographié chaque bâtiment ayant une vue sur Whitmore et associés. Le bâtiment de la Meridian Bank dispose de caméras de sécurité accessibles au public. Ils publient le flux sur leur site web comme une fonction de sécurité. J'ai passé des heures à parcourir les images jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin. Et les relevés financiers, les courriels? L'expression de Maya se durcit. Des gens comme Richard Whitmore pensent qu'ils sont intouchables, alors ils deviennent négligents. Les courriels provenaient d'un procès pour licenciement abusif intenté il y a 2 ans. Domaine public si vous savez où chercher. Les relevés financiers. Eh bien, disons simplement que M. Hutchinson devrait utiliser des mots de passe plus forts que sa date de naissance. Vous avez piraté? J'ai utilisé des informations accessibles au public, corrigea Maya fermement. Tout ce que j'ai trouvé était légal d'accès. C'est l'ironie. Ils ont enfreint des lois pour piéger mon père, mais j'ai suivi chaque règle pour les exposer. Un correspondant juridique chevronné se pencha en avant. Maya, ce que vous avez fait aujourd'hui, des avocats expérimentés avec des décennies d'expérience n'auraient pas pu le faire mieux. Comment avez-vous gardé votre calme? Pour la première fois, le masque de Maya tomba. Elle n'était, un instant, qu'une fillette de 13 ans qui avait porté un poids impossible. Je n'étais pas calme. J'étais terrifié à chaque seconde. Mais papa m'a toujours appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qui est juste malgré la peur. Que ferez-vous ensuite? Demanda quelqu'un. L'école lundi? Dit simplement Maya. J'ai un test d'histoire. Tout le monde rit, brisant la tension. Mais sérieusement, continua le journaliste, les facultés de droit se battront pour vous. Avez-vous pensé à votre avenir? Maya échangea un regard avec son père. Aujourd'hui m'a appris quelque chose. La loi ne concerne pas seulement les livres et les tribunaux. Elle concerne les gens. Il s'agit de s'assurer que ce qui est arrivé à mon père n'arrive à personne d'autre. Alors oui, je deviendrai probablement avocate, mais pas le genre qui travaille dans des tours comme Whitmore et associés. Le genre qui travaille pour des gens comme nous. Alors que l'interview touchait à sa fin, la juge Eleanor Whitmore apparut dans l'embrasure de la porte. Les journalistes se tendirent, sentant une autre histoire. Puis-je parler un instant avec mademoiselle Thompson, demanda doucement le juge, seul? Maya regarda son père, qui hocha la tête. La pièce se vida, ne laissant que la fillette de 13 ans et le juge de 65 ans. Je vous dois des excuses, commença la juge Whitmore, et à votre père. J'ai laissé mon lien familial obscurcir mon jugement. J'aurais dû me récuser immédiatement. Oui, vous auriez dû, acquiesça Maya sans embâche. Le juge sourit avec amertume. Vous ne ménagez pas vos coûts, n'est-ce pas? Ménager ses coûts est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, votre honneur. Non, je suppose que non. La juge s'assit en face de Maya. Je suis au banc depuis 25 ans. J'ai vu des milliers d'affaires, des centaines d'avocats. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous avez fait aujourd'hui. J'ai fait ce que je devais faire. Non, corrigea la juge Whitmore. Vous avez fait ce qui était juste. Il y a une différence. Beaucoup de gens auraient abandonné,
acceptez l'accord de plaidoyer, passez à autre chose. Vous vous êtes battu pour la vérité. Elle sortit une carte de visite. Quand vous serez prête, que ce soit après le lycée ou l'université, appelez-moi. Je m'assurerai que vous entriez dans la meilleure faculté de droit du pays. Bourse complète. Maya prit la carte avec précaution. Pourquoi? Parce que le système juridique a besoin de plus de gens comme vous. Des gens qui se souviennent que la justice ne consiste pas à gagner. Elle consiste en la vérité. Le juge se leva pour partir, puis marqua une pause. Votre père a élevé une jeune femme extraordinaire. Assurez-vous qu'il le sache. Il le sait, dit doucement Maya. Mais je le lui redirai. Après le départ du juge, Maya retrouva son père qui l'attendait dans le couloir. Sans un mot, il ouvrit les bras, et elle s'effondra en eux, se permettant enfin d'être à nouveau une enfant. Je suis si fatiguée, papa. Je sais, ma petite. Rentrons à la maison. Alors qu'il sortait du palais de justice, passant devant les camions de presse et la foule, Maya regarda le bâtiment où elle s'était battue pour la liberté de son père. Les balances de la justice gravées dans la pierre semblaient moins une décoration qu'une promesse, qu'elle avait contribué à tenir. Papa, dit-elle alors qu'ils atteignaient l'arrêt de bus. Oui. Tu te souviens quand j'étais petite et que tu disais que je pouvais être tout ce que je voulais? Bien sûr. Je crois que je sais ce que je veux être maintenant. Marcus sourit, serrant sa fille contre lui alors que le bus arrivait. Tu le es déjà, Maya. Tu le es déjà. 3 ans d'études secrètes, 13 ans de vie, un jour au tribunal, et tout avait changé. Mais pour Maya Thompson, ce n'était que le début. Le lendemain matin, Marcus Thompson se réveilla dans son propre lit pour la première fois de la semaine. Un instant, il oublia tout ce qui s'était passé, l'arrestation, la cellule de prison, le drame du tribunal. Puis il entendit Maya dans la cuisine, fredonnant en préparant le petit déjeuner, et tout lui revint en mémoire. Sa fille de 13 ans lui avait sauvé la vie. Bonjour, papa, dit Maya en entrant dans leur petite cuisine. Elle faisait des œufs brouillés, debout sur le tabouret qu'elle utilisait depuis ses 8 ans. J'ai fait du café. Marcus se servit une tasse, regardant sa fille se déplacer dans la cuisine avec la même efficacité déterminée qu'elle avait montrée au tribunal. Ne devrais-je pas te faire le petit déjeuner? Tu m'as fait le petit déjeuner pendant 13 ans, répondit Maya. Je peux gérer un matin. Ils mangèrent en silence, jusqu'à ce qu'un coup à la porte les interrompe. Marcus se tendit. Une semaine plus tôt, un coup matinal avait signifié des menottes. Mais Maya était déjà en mouvement, vérifiant par l'œilleton. C'est Madame Chin et quelques autres, dit-elle, ouvrant la porte. L'enseignante de Maya entra, suivie de ce qui ressemblait à la moitié du quartier, Madame Washington du bout du couloir, le pasteur Williams de l'église qu'il fréquentait pendant les fêtes, Monsieur Rodriguez, qui tenait l'épicerie du coin, même la vieille Madame Parker avec son déambulateur. Nous avons vu les nouvelles, dit simplement Madame Chin, nous devions venir. Ce qui suivit fut une célébration impromptue. Des voisins qui se parlaient à peine depuis des années s'entassèrent dans le petit appartement, partageant de la nourriture, des histoires et des larmes. Chacun avait une histoire sur Marcus, comment il avait réparé un évier sans qu'on le lui demande, porté des courses pour les résidents âgés, n'avait jamais manqué de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un. Nous savions que vous ne l'aviez pas fait, dit Monsieur Rodriguez fermement. Pendant 20 ans, vous venez à mon magasin. Pas une seule fois vous n'avez pris un sou de trop en monnaie. Et cette petite guerrière, Madame Washington ébouriffa les cheveux de Maya, nous avons toujours su qu'elle était spéciale, mais ce qu'elle a fait hier. Maya rougit, mal à l'aise avec l'attention. Elle s'était battue pour la justice, pas pour la gloire. La porte de l'appartement s'ouvrit de nouveau, et Stéphanie de Whitmore et associée apparut, l'air nerveuse. La pièce tomba dans le silence. Je suis désolée, dit-elle rapidement. Je sais que je ne devrais pas être ici, mais je devais vous dire quelque chose à tous les deux. Elle se tourna vers Marcus. Nous savions tous que c'était mal. Chaque secrétaire, chaque ouvrier d'entretien, chaque personne sur qui Richard Whitmore marchait, nous savions, mais nous avions peur. Les emplois sont difficiles à trouver. Et elle s'interrompit, honteuse. Je comprends, dit Marcus doucement. Non, vous ne comprenez pas, Stéphanie sortit une enveloppe. Nous avons fait une collecte. Tous ceux qui travaillent comme personnel de soutien au cabinet. Ce n'est pas grand-chose,
mais nous voulions aider avec les frais de justice ou tout ce dont vous avez besoin. Marcus ouvrit l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant devant la liasse de billets. Stéphanie, je ne peux pas, vous pouvez et vous le ferez, dit-elle fermement. Et il y a plus. Les associés, ceux qui ne sont pas arrêtés, ont tenu une réunion d'urgence. Ils veulent vous offrir un poste, non pas de concierge, mais de directeur des services du bâtiment, le triple de votre ancien salaire. La pièce éclata en félicitations, mais Maya remarqua l'hésitation de son père. Je dois y réfléchir, dit-il doucement. Après le départ des voisins, Maya et Marcus s'assirent sur leur vieux canapé, l'enveloppe d'argent entre eux. Tu ne veux pas y retourner, observa Maya. Pendant 20 ans, j'ai nettoyé leur bureau, et ils étaient prêts à me jeter comme des ordures, soupira Marcus. Comment puis-je marcher de nouveau dans ces couloirs? Alors ne le fais pas, dit simplement Maya. Papa, tu es libre. Pas seulement de prison, de penser que ce travail définissait ta valeur. Les factures ne se paient pas toutes seules, ma petite. Non, mais nous trouverons une solution. Nous la trouvons toujours. Le téléphone sonna. Maya répondit, écouta, puis le tendit à son père. C'est quelqu'un de CNN. Ils veulent nous interviewer. Au cours des jours suivants, leur petit appartement devint le quartier général d'une tempête médiatique. Chaque média voulait leur histoire. Les talk shows s'offraient des apparitions. Les éditeurs voulaient des contrats pour des livres. Des organisations de défense des droits civiques voulaient que Maya prenne la parole lors d'événements. Mais l'appel le plus important vint du bureau du procureur général du Michigan. Monsieur Thompson, Mademoiselle Thompson, dit le procureur général au téléphone via le haut-parleur. Nous avons lancé une enquête complète sur Whitmore et associés. Ce que votre fille a découvert semble être la pointe de l'iceberg. Nous avons trouvé des preuves de discrimination systématique, de détournement de fonds et de rackets remontant à des années. De quoi avez-vous besoin de nous, demanda Maya. Votre témoignage, pour commencer. Mais mademoiselle Thompson, j'ai une autre proposition. Mon bureau gère un programme de stage en justice pour les jeunes. Il est généralement destiné aux lycéens de dernière année, mais compte tenu de vos capacités extraordinaires, nous aimerions vous offrir un poste. Vous travailleriez avec de vrais procureurs sur de vraies affaires, en vous concentrant sur les condamnations injustifiées et les violations des droits civiques. Les yeux de Maya s'illuminèrent. Vraiment? 2 jours par semaine après l'école, des journées complètes pendant l'été. C'est exigeant, mais je pense que vous pouvez le gérer. Oui, dit Maya immédiatement. Absolument. Oui. Alors que l'appel se terminait, Marcus regarda le visage de sa fille rayonner de possibilités. C'est à cela que ressemblait la justification. Non seulement la liberté des fausses accusations, mais l'ouverture de portes qui avaient toujours été fermées. Ce soir-là, alors qu'il regardait les nouvelles sur l'audience de libération sous caution de Richard Whitmore refusée et le scandale grandissant au cabinet d'avocats, Maya se blottit contre son père. « Je suis fier de toi, papa. »« Tu es fier de moi, ma petite ? Tu viens de faire tomber un cabinet d'avocats corrompu et de sauver ton vieux de la prison. Mais c'est toi qui m'as appris à me battre pour ce qui est juste. Chaque fois que tu allais travailler avec dignité, chaque fois que tu traitais les gens avec respect, même quand ils ne le méritaient pas, chaque fois que tu me disais que je pouvais être n'importe quoi, tu m'enseignais. » Marcus embrassa le sommet de sa tête. « Ta maman serait si fière. Raconte-moi encore son histoire. » C'était une demande familière, que Maya faisait quand elle avait besoin de réconfort. Marcus raconta l'histoire qu'il avait racontée 100 fois, comment il avait rencontré la mère de Maya à l'école du soir, tous deux essayant de s'améliorer, comment elle était morte quand Maya n'avait que 2 ans, mais non sans lui avoir fait promettre de donner à leur fille toutes les opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. « J'ai tenu cette promesse, dit Marcus doucement. Bien que je ne pense pas que l'un de nous ait imaginé que cela mènerait ici. Elle le savait, dit Maya avec confiance. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, elle le savait. Ils s'assirent en silence, regardant les lumières de la ville à travers leurs petites fenêtres. Demain apporterait de nouveaux défis. Il y aurait des témoignages à rendre, des interviews à gérer, une décision d'emploi à prendre, l'école à fréquenter. Maya commencerait son stage, équilibrant sa 8e année avec la lutte pour la justice. Marcus déciderait de retourner chez Whitmore et associés ou de tracer une nouvelle voie. Mais ce soir, ils étaient simplement un père et une fille qui avaient affronté le monde ensemble, et gagné. « Et, papa »
dit Maya d'une voix endormie. Oui, ma petite. Nous faisons une assez bonne équipe. Marcus sourit dans l'obscurité. La meilleure. Dehors, par leurs fenêtres, la ville s'étendait avec toutes ses injustices et inégalités. Mais dans un petit appartement, l'espoir avait gagné. La vérité avait triomphé. Et une jeune fille de 13 ans avait prouvé que la justice ne dépendait pas de l'âge, de la richesse ou du pouvoir. Elle dépendait du courage, de la préparation et de la conviction inébranlable que le droit pouvait vaincre la force. Le système avait essayé de les écraser. Au lieu de cela, ils avaient changé le système. Et ce n'était que le début. 6 semaines après le procès qui a choqué la nation, Maya Thompson se tenait devant un auditorium bondé à la faculté de droit de l'Université du Michigan. Le public étudiant en droit, professeurs, avocats des droits civiques et médias attendait dans un silence recueilli. À 13 ans, elle était la plus jeune personne jamais invitée à prononcer le discours d'ouverture de leur conférence annuelle sur la justice. « Bonjour », commença Maya, sa voix claire et forte. « Il y a 6 semaines, je n'étais qu'une enfant faisant ses devoirs dans une bibliothèque de droit pendant que mon père nettoyait des bureaux. Aujourd'hui, je suis ici parce que le système a échoué, et je refuse d'accepter cet échec. » Elle marqua une pause, regardant la mère de visage. « Mais je ne devrais pas être ici. Non pas parce que je suis trop jeune, mais parce que ce que j'ai fait n'aurait pas dû être nécessaire. Dans un système juste, mon père n'aurait jamais été arrêté. Son avocat commis d'office se serait battu pour lui. Le procureur aurait cherché la vérité, et non pas seulement des taux de condamnation. Le public était transfixé tandis que Maya racontait non seulement le procès, mais aussi les 3 années de préparation qui l'avaient précédé. Elle parla des nuits passées à étudier pendant que son père lavait les sols, de l'apprentissage que la justice avait un prix que la plupart ne pouvaient pas se permettre, de la découverte que la loi pouvait être à la fois une arme d'oppression et un outil de libération. « Les gens m'appellent une prodige », continua Maya. « Mais je ne suis pas spéciale. Je suis juste une fille qui a eu accès à des livres et le temps de les lire. Combien d'autres enfants pourraient faire ce que j'ai fait s'ils avaient la même opportunité ? Combien d'innocents sont en prison actuellement parce que leurs enfants n'ont pas pu les sauver ? » Au premier rang, Marcus Thompson regardait sa fille, des larmes coulant sur son visage. À côté de lui était assise la juge Eleanor Whitmore, qui était devenue une alliée inattendue dans les semaines qui ont suivi le procès. Elle avait personnellement encadré Maya, l'aidant à préparer ce discours et à naviguer dans les complexités de son nouveau rôle de jeune avocate. Les conséquences du procès avaient apporté des changements sismiques à leur vie. L'enquête sur Whitmore et associés avait mis au jour un réseau de corruption s'étendant à 3 autres grands cabinets. 17 cadres avaient été inculpés. Le cabinet lui-même avait été dissous, ses avocats légitimes se dispersant vers des établissements promettant une meilleure surveillance éthique. Marcus avait finalement refusé le poste de direction, acceptant plutôt un rôle au sein de la commission sur les condamnations injustifiées nouvellement formée de la ville de Détroit. Son expérience, combinée à la notoriété de sa fille, en faisait un puissant défenseur pour d'autres personnes faussement accusées. Le bureau du procureur général m'a donné une opportunité incroyable, a déclaré Maya à l'audience. Dans mon stage, j'ai déjà travaillé sur 3 cas de condamnation injustifiée. 3 personnes innocentes qui auraient pu mourir en prison si quelqu'un n'avait pas regardé de plus près. Mais pour chaque affaire que nous résolvons, combien manquons-nous ? Elle sortit une pile de lettres. Celles-ci proviennent de prisonniers à travers le pays. Tous clament leur innocence, tous implorent que quelqu'un les croie. Je lis chacune d'elles. J'aimerais pouvoir les aider tous. Mais j'ai 13 ans, et j'ai des devoirs d'algèbre. Le public rit, brisant la tension. Alors, je ne suis pas ici pour être félicité. Je suis ici pour vous mettre au défi. Chaque étudiant en droit, chaque avocat, chaque personne dans cette pièce a plus de pouvoir qu'elle ne le réalise. Vous pouvez faire la différence entre la justice et l'injustice. Vous pouvez choisir de voir les concierges, les pauvres, les impuissants. Vous pouvez choisir de vous battre pour eux. Le stage de Maya avait été révélateur. En travaillant avec des procureurs expérimentés qui se souciaient réellement de la justice, elle avait appris que le système pouvait fonctionner quand les gens le faisaient fonctionner. Elle avait aidé à exonérer un homme qui avait passé 15 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, le réunissant avec des enfants qui avaient grandi sans leur père. Mais elle avait aussi vu combien d'affaires passaient à travers les mailles du filet, combien d'innocents acceptaient des accords de plaidoyer parce que se battre semblait impossible, comment le système favorisait toujours ceux qui avaient de l'argent et des relations. La semaine dernière,
continua Maya, j'ai rencontré une femme nommée Sandra Martinez. Elle est en prison depuis 8 ans pour un vol qu'elle n'a pas commis. Son avocat commis d'office a passé 12 minutes sur son dossier. 12 minutes pour déterminer 8 ans de la vie de quelqu'un. Lorsque nous avons creusé plus profondément, nous avons trouvé des témoins d'alibi qui n'ont jamais été interrogés, des images de sécurité qui n'ont jamais été examinées, des preuves qui n'ont jamais été testées. Elle marqua une pause, laissant le poids de cela s'installer. Sandra a 3 enfants. Ils ont passé 8 ans sans leur mère parce que personne n'a pris 13 minutes au lieu de 12. Nous travaillons pour la libérer maintenant, mais ce sont 8 années qu'elle ne reverra jamais. Le discours continua pendant 20 minutes, Maya tissant ensemble théorie juridique, expérience personnelle et clarté morale d'une manière qui laissa des avocats chevronnés reconsidérer toute leur carrière. Elle parla des cours privés qu'elle recevait maintenant pour équilibrer son éducation avec son travail de plaidoyer, des fonds de bourse d'études affluents des facultés de droit désireuses de s'assurer son inscription future, du contrat de livre qu'elle avait refusé parce que « mon histoire n'est pas encore finie ». Je veux terminer avec quelque chose que mon père m'a appris, dit Maya, sa voix s'adoucissant. Il avait l'habitude de dire que la dignité ne dépend pas du travail que vous avez ou de l'argent que vous gagnez. Elle dépend de la façon dont vous traitez les gens et de la façon dont vous défendez ce qui est juste. Pendant 20 ans, il a nettoyé des bureaux avec dignité. Quand ils ont essayé de lui enlever sa liberté, nous nous sommes battus avec dignité. Et maintenant, nous travaillons pour la justice avec dignité. Elle regarda directement son père. « Papa, peux-tu te lever ?» Marcus se leva à contre-cœur, mal à l'aise avec l'attention, comme toujours. « Voici mon héros, » dit simplement Maya. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il n'a jamais cessé de croire en la justice. Même quand la justice a cessé de croire en lui. Chaque concierge, chaque secrétaire, chaque personne à qui on a dit qu'elle n'avait pas d'importance. Ce sont tous des héros. Ils méritent des avocats qui voient cet héroïsme. L'ovation debout qui suivit dura 5 minutes. Des étudiants en droit essuyaient des larmes. Des professeurs reconsidéraient leur programme. La vidéo du discours deviendrait virale en quelques heures, inspirant une nouvelle génération de défenseurs de la justice. Après le discours, lors de la réception, Maya fut entourée d'admirateurs et de personnes lui souhaitant bonne chance. Les doyens des facultés de droit vantaient leur programme. Les organisations de défense des droits civiques offraient des partenariats. Les éditeurs renouvelaient leurs offres de contrats de livres. Mais Maya s'éloigna de la foule pour retrouver son père, qui se tenait tranquillement près de la table des rafraîchissements, discutant avec une jeune femme en uniforme de nettoyage, l'une des concierges du centre de conférence de la faculté de droit. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda-t-elle. « Quand tu veux, ma petite. » Alors qu'ils marchaient pour prendre leur bus, il ne possédait toujours pas de voiture. Maya glissa sa main dans celle de son père. « J'ai bien fait ?» demanda-t-elle, ressemblant à la jeune fille de 13 ans qu'elle était. « Tu as changé des vies aujourd'hui, » dit Marcus. « Mais tu fais ça depuis un moment déjà. » Ils rentrèrent en bus dans un silence confortable. 2 personnes qui avaient affronté le pire que le système pouvait leur jeter et qui en étaient ressorties non seulement victorieuses, mais déterminées. Maya avait des devoirs à finir. Elle était toujours en 8e année, après tout. Marcus avait des dossiers à examiner pour la commission. Leur appartement était toujours petit, leurs meubles toujours usés. Mais ils avaient quelque chose de plus précieux que l'argent ou la célébrité. Ils avaient prouvé que la justice n'était pas seulement pour les puissants. Ils se tenaient l'un l'autre, et ils avaient une mission qui les ferait avancer. « Papa » dit Maya alors qu'ils montaient les escaliers de leur appartement. « Oui. Les enfants de Sandra Martinez viennent nous voir demain. Je leur ai dit que leur mère rentrait bientôt à la maison. » Marcus s'arrêta, regardant sa fille avec inquiétude. « Maya, tu ne peux pas promettre ça. Le système judiciaire. »« Je peux et je l'ai fait, » dit fermement Maya. « Parce que nous allons faire en sorte que cela se produise de la même manière que nous l'avons fait pour toi. La preuve est là, papa. Nous devons juste faire en sorte que les gens la voient. » Marcus reconnut ce regard, la même détermination qu'il avait portée à travers son procès. « D'accord, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ? Sois juste là quand ils viendront. Ils ont besoin de voir que les fausses condamnations ne vous définissent pas pour toujours. Que leur mère peut revenir et se reconstruire, tout comme toi. » L'après-midi suivant, leur petit appartement accueillit 3 enfants effrayés, Roberto, 15 ans, Sofia, 12 ans, et le petit Miguel, 7 ans.
Ils étaient assis rigidement sur le canapé, méfiants et circonspects. 8 ans de foyer d'accueil et de promesses brisées leur avaient appris à ne pas espérer. Votre mère ne l'a pas fait, dit simplement Maya, assise en tailleur sur le sol pour être à leur hauteur. Et je vais le prouver. Tout le monde dit ça, répondit Roberto, sa voix amère au-delà de son âge. Les avocats, les travailleurs sociaux, tout le monde fait des promesses. Je ne suis pas tout le monde, répondit Maya. Je suis quelqu'un qui sait ce que c'est de presque perdre un parent à cause d'un mensonge. Elle leur montra les preuves qu'elle avait rassemblées, déclarations de témoins, incohérences de chronologie, preuves que leur mère était au travail au moment du vol. Mais plus que cela, elle leur montra quelque chose qu'ils avaient presque oublié, quelqu'un se souciait. Miguel, qui se souvenait à peine de sa mère, se blottit sur les genoux de Marcus. Tu es vraiment allé en prison? Oui, dit Marcus doucement. Tu avais peur? Chaque jour. Mais tu sais ce qui m'a fait tenir? Savoir que j'avais quelqu'un qui croyait en moi. Nous croyons en maman, murmura Sofia. Alors elle est déjà plus forte que vous ne le savez, leur dit Maya. Au cours des semaines suivantes, Maya jongla avec l'école, son stage et l'affaire Martinez avec une dévotion farouche. Elle recruta des étudiants en droit grâce à ses conférences, lança une campagne sur les réseaux sociaux qui devint virale et obtint même qu'un avocat de renom spécialisé dans les droits civiques prenne l'affaire pro bono. Le jour où Sandra Martinez sortit de prison, ses enfants l'attendant avec des fleurs que Maya les avait aidés à cueillir, fut le jour où Maya comprit vraiment sa vocation. Il ne s'agissait pas d'être la plus jeune, la plus intelligente ou la plus célèbre. Il s'agissait de retrouvailles, de restauration et d'une justice qui guérissait plutôt que de simplement punir. Les médias étaient là, bien sûr. L'histoire de la jeune fille de 13 ans qui avait maintenant aidé à libérer 2 innocents était irrésistible. Mais Maya dirigea toute l'attention vers les retrouvailles de la famille Martinez, restant en arrière-plan pendant que Sandra serrait ses enfants dans ses bras pour la première fois en 8 ans. Merci, murmura Sandra à Maya plus tard, les larmes coulant sur son visage. Merci de m'avoir vu quand tout le monde détournait le regard. Cette nuit-là, Maya mit à jour son tableau mural. Oui, elle avait maintenant un tableau, couvert de lettres de prisonniers, de photos de familles réunies, de coupures de journaux de ses affaires. Chacune représentait une vie touchée, une injustice corrigée, une famille restaurée. Ça devient un peu encombré là-haut, observa Marcus depuis le pas de sa porte. Bien, dit Maya. Cela signifie que nous faisons une différence. Elle était différente maintenant de ce qu'elle était 6 semaines auparavant. La fille effrayée dans la robe trop petite avait évolué en quelque chose de plus, pas seulement un symbole ou une prodige, mais une véritable force de changement. Elle avait appris à gérer l'attention médiatique, la pression politique et la complexité juridique tout en conservant son essence, une fille qui aimait son père et croyait en la justice. Le procureur général avait déjà laissé entendre qu'il étendrait son rôle, créant peut-être un programme de justice pour les jeunes avec Maya comme figure de proue. Les facultés de droit concevaient des programmes autour de son approche, combinant la connaissance juridique avec l'empathie humaine et une enquête acharnée. Son histoire était enseignée dans les salles de classe comme un exemple de ce qu'une personne pouvait faire lorsqu'elle refusait d'accepter, c'est juste comme ça. Mais la célébrité avait un prix. Il y avait des menaces de ceux qui préféraient le système tel qu'il était. Il y avait des adultes qui n'aimaient pas recevoir des ordres d'une adolescente. Il y avait des enfants à l'école qui la traitaient différemment, ne sachant pas comment se comporter avec quelqu'un qui passait ses week-ends dans les prisons et les tribunaux au lieu des centres commerciaux et des films. Maya gérait tout cela avec la même grâce qu'elle avait montrée au tribunal. Elle rejoignit le club de théâtre pour rester connectée à la vie adolescente normale. Elle prenait toujours le bus avec son père. Elle faisait toujours ses devoirs à la table de la cuisine pendant qu'il préparait le dîner. Tu sais quelle est la meilleure partie, dit Maya un soir alors qu'ils partageaient un plat chinois à emporter en examinant des dossiers. Quoi? Il y a un an, nous pensions que le succès signifiait que tu garderais ce travail de concierge. Nous pensions que la justice signifiait accepter les miettes qu'il nous jetait. Maintenant, nous savons mieux. Marcus sourit. Maintenant, nous savons que nous méritons mieux. Tout le monde, papa. Tout le monde mérite ce que nous avons maintenant, la vérité, la dignité et la chance de riposter. Le buzzer de leur appartement sonna. Une autre famille cherchant de l'aide. Une autre affaire de justice refusée. Une autre opportunité de prouver que le système pouvait fonctionner quand les gens le faisaient fonctionner. Alors que Maya allait ouvrir la porte, Marcus regarda sa fille avec fierté et émerveillement.
Elle l'avait sauvé, oui, mais plus que cela, elle lui avait montré, à lui et à tous, que les héros ne portaient pas toujours des capes ou des badges. Parfois, c'étaient des filles de 13 ans qui lisaient des livres de droit dans des bibliothèques vides. Parfois, c'étaient des concierges qui enseignaient à leurs filles à se battre pour la justice. Parfois, c'étaient des gens ordinaires qui refusaient d'accepter que l'ordinaire signifiait l'impuissance. La porte s'ouvrit pour révéler une femme âgée serrant un dossier usé, l'espoir et le désespoir se disputant dans ses yeux. « Vous êtes Maya Thompson ?» On a dit. On a dit que vous aidiez les gens comme nous. J'essaie, dit simplement Maya, la faisant entrer. Racontez-moi votre histoire. Et ainsi, cela continua, une affaire à la fois, une famille à la fois, une injustice à la fois. Construire un monde meilleur depuis un petit appartement de Détroit, avec rien d'autre que la vérité, le courage et la conviction inébranlable que la justice retardée ne signifiait pas nécessairement une justice refusée. Le système avait essayé de les écraser. Au lieu de cela, ils étaient devenus le changement dont le système avait besoin. Et à 13 ans, Maya Thompson ne faisait que commencer. L'auditorium de la conférence annuelle de la National Legal Aid Foundation était bondé. Des avocats, des juges et des étudiants en droit de tout le pays étaient venus écouter la conférencière principale, une jeune fille de 14 ans dont le nom était devenu synonyme de réforme de la justice. Maya Thompson se tenait dans les coulisses, ajustant le clip du microphone sur sa nouvelle robe, une robe qui lui allait parfaitement, achetée avec son premier salaire du programme Jeunesse et Justice du procureur général. Dans le public, Marcus était assis au premier rang, non plus en uniforme de concierge, mais vêtu d'un costume digne de son rôle de directeur adjoint de la commission sur les condamnations injustifiées. « Prête, ma petite ?» demanda-t-il, croisant son regard depuis son siège. Elle hocha la tête, songeant au chemin parcouru depuis ce jour terrifiant au palais de justice. 6 mois avaient apporté des changements qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Alors que la directrice la présentait, la plus jeune récipiendaire du prix champion de la justice de l'ABA, Maya prit une profonde inspiration et monta sur scène. Les applaudissements furent retentissants, mais elle attendit patiemment le silence. Il y a 6 mois, commença-t-elle, je me suis tenue dans une salle d'audience et j'ai dit à un juge que j'étais l'avocate de mon père. Les gens ont ri. Ils ont dit que c'était impossible, sans précédent, absurde. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, ayant aidé à exonérer 17 personnes innocentes. Non pas parce que je suis spécial, mais parce que je refuse d'accepter que impossible signifie inchangé. Elle cliqua sur une télécommande, et des photos apparurent sur l'écran derrière elle, Sandra Martinez avec ses enfants, un homme âgé nommé William Foster qui avait passé 23 ans en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, une jeune mère nommée Keisha Brown qui avait perdu sa carrière d'infirmière à cause de fausses accusations de drogue. Chacune de ces personnes a été trahie par notre système. Chacune d'elles souffrirait encore si quelqu'un n'avait pas regardé de plus près. Et pour chaque personne que nous avons aidée, des milliers d'autres languissent dans des cellules, leur innocence enfouie sous la bureaucratie et l'indifférence. Le discours était différent de ces autres. Plus poli, oui, mais aussi plus urgent. 6 mois de travail au sein du système lui avaient montré à la fois son potentiel et ses limites. Je voudrais vous parler d'une lettre que j'ai reçue la semaine dernière, continua Maya, sortant une enveloppe froissée. Elle vient d'un garçon de 10 ans nommé James. Sa mère est en prison depuis 4 ans. Il m'écrit chaque semaine, suppliant de l'aide. La semaine dernière, il a écrit seulement 4 mots, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, sa voix se brisa légèrement. Le public se pencha en avant. J'ai répondu avec 5 mots, je promets que je ne le ferai jamais. Mais cela ne suffit pas. Ma promesse ne signifie rien si nous ne changeons pas le système qui a créé sa douleur. Elle décrivit le programme de justice pour les jeunes qu'elle avait aidé à concevoir, enseigner la littératie juridique dans les écoles défavorisées, créer un mentorat entre les personnes injustement condamnées et exonérées et les jeunes à risque, établir un réseau d'avocats pro bono engagés à examiner les condamnations douteuses. Nous avons formé 47 jeunes à la défense juridique de base. Des enfants qui, comme moi, ont des parents ou des frères et sœurs dans le système. Des enfants qui comprennent que la justice n'est pas abstraite. Elle est personnelle. Le mois dernier, une jeune de 16 ans de notre programme a trouvé les preuves qui ont libéré son oncle après 12 ans. Un jeune de 15 ans a exposé une faute professionnelle du procureur dans l'affaire de son frère. Ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des preuves que lorsque nous donnons du pouvoir aux impuissants, la justice suit. La présentation se poursuivit avec des statistiques, des études de cas et des propositions concrètes de réforme.
Mais Maya savait que le vrai pouvoir résidait dans les histoires, les familles réunies, les vies reconstruites, l'espoir restauré. Je tiens à aborder quelque chose directement, dit-elle, son ton changeant. Il y a des gens qui disent que je suis trop jeune pour comprendre les complexités de notre système juridique. Que je suis naïve, idéaliste, irréaliste. Ils ont raison sur un point. Je suis idéaliste. Je crois aux idéaux gravés sur les murs des palais de justice. Je crois que justice égale devant la loi devrait être plus qu'une décoration. Elle marqua une pause, balayant du regard l'audience de professionnels du droit. Mais je ne suis pas naïve. J'ai vu des innocents plaider coupables parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer la caution. J'ai regardé des procureurs cacher des preuves pour préserver leur taux de condamnation. J'ai réconforté des enfants qui ont passé plus d'années à visiter des prisons qu'à jouer dans des parcs. Je sais exactement à quel point notre système est complexe. Complexe ne signifie pas immuable. Derrière elle, une nouvelle image apparut, la tristement célèbre photo de la salle d'audience d'elle à 13 ans, debout dans sa robe trop petite, défiant un système corrompu. Cette photo est devenue virale parce que c'était David contre Goliath. Mais je n'ai pas vaincu Goliath seul. Chaque personne qui a partagé notre histoire, chaque avocat qui a offert son aide, chaque juge qui a choisi la justice plutôt que la commodité, ils ont tous jeté des pierres à ce géant, et il est tombé. Le public éclata en applaudissements. Quand le silence revint, Maya poursuivit avec la partie la plus importante de son message. Il y a 6 mois, le cabinet Whitmore comptait 17 cadres. Aujourd'hui, 16 sont en prison. La 17e, la juge Eleanor Whitmore, est dans cette audience. Elle a choisi la responsabilité plutôt que la loyauté familiale. Elle a choisi d'aider à réformer le système dont elle faisait partie. Cela demande plus de courage que tout ce que j'ai fait. Les caméras trouvèrent la juge Whitmore, qui hocha gravement la tête depuis son siège. Sa décision de témoigner contre son neveu, d'exposer la corruption plus profonde dans les cercles juridiques du Michigan, lui avait tout coûté sauf son intégrité. Le changement ne vient pas de l'extérieur du système ni de l'intérieur, expliqua Maya. Il vient de gens partout qui refusent d'accepter l'injustice comme inévitable. Il vient de concierges qui apprennent à leurs filles à lire des livres de droit. De juges qui choisissent la vérité plutôt que le confort. De procureurs qui valorisent la précision plutôt que les taux de condamnation. D'avocats de la défense qui voient leurs clients comme des êtres humains, pas des numéros de dossier. Elle cliqua sur une dernière image, une photo prise la semaine dernière. Elle montrait Maya à la table de cuisine où elle avait étudié pendant des années. Mais maintenant, elle n'était plus seule. 4 autres adolescents étaient assis avec elle, des livres de droit étalés entre eux, apprenant ce qu'elle avait appris en secret. C'est mon groupe d'études maintenant. Des enfants d'incarcérés, apprenant le droit non pas pour des carrières, mais pour la survie, pour l'espoir, pour le jour où leurs parents, comme les miens, pourraient avoir besoin d'eux pour se lever et dire « je m'oppose ». Alors qu'elle approchait de la fin de son discours, Maya repensa au chemin qui les avait menés là, la terreur de ce matin d'arrestation, le désespoir de visiter son père en prison, le moment où elle s'était tenue au tribunal, tremblante mais déterminée, les nuits depuis, répondant aux lettres de famille désespérées, examinant des dossiers jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent, équilibrant les devoirs d'algèbre avec les mémoires d'appel. « Je vous laisserai avec ceci, dit-elle. Les gens me demandent ce que ça fait de sauver mon père, mais je ne l'ai pas sauvé. J'ai révélé la vérité qu'il valait la peine d'être sauvé. Chaque personne en prison mérite que quelqu'un croie cela à son sujet. Chaque enfant qui rend visite à un parent derrière les barreaux mérite d'espérer. Chaque concierge, chaque secrétaire, chaque personne que la société néglige mérite une justice qui les voit. » Elle regarda directement son père. Marcus Thompson a nettoyé des bureaux pendant 20 ans. La société a dit que cela le rendait dispensable, mais il a élevé une fille qui a refusé de croire cela. Maintenant, il aide à diriger la commission qui empêche ce qui lui est presque arrivé d'arriver à d'autres. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est la preuve que notre système peut évoluer. L'ovation debout dura près de 10 minutes. Des professionnels du droit pleuraient ouvertement. La section des commentaires du direct fut inondée de promesses de rejoindre le mouvement de réforme. Justice for All Means All commença à être en tendance avant même que Maya ne quitte la scène. À la réception qui suivit, Maya fut entourée d'admirateurs, mais elle remarqua que son père se tenait à l'écart, parlant doucement avec une jeune femme en uniforme de nettoyage, l'une des concierges du centre de conférence. Elle s'excusa et s'approcha d'eux. « C'est Esha, dit Marcus.
Son fils vient d'être arrêté. Accusation de vol. Elle dit qu'il ne l'a pas fait. Maya étudia le visage d'Aisha, la même peur qu'elle avait vue dans les yeux de son père, le même désespoir qu'elle avait ressenti dans son propre cœur. Racontez-moi tout, dit Maya, sortant son téléphone pour prendre des notes. Commencez par le début. Alors qu'Aisha commençait son histoire, les participants à la conférence remarquèrent progressivement ce qui se passait. La conférencière principale, toujours dans ses vêtements de présentation, assise sur le sol du centre de convention, écoutant l'histoire d'une concierge avec la même intensité qu'elle avait apportée en s'adressant à des milliers de personnes. Quelqu'un prit une photo. En quelques heures, elle deviendrait aussi emblématique que l'image de la salle d'audience, Maya Thompson, pont entre deux mondes, prouvant que la justice ne dépendait pas de l'endroit où l'on parlait, mais de qui l'on écoutait. Nous aiderons, promit Maya à Aisha une fois l'histoire terminée. Je ne peux pas garantir les résultats, mais je peux garantir que nous nous battrons. C'est tout ce dont j'ai besoin, murmura Aisha. Juste quelqu'un pour se battre. Plus tard, alors que Maya et Marcus rentraient chez eux dans leur nouvelle voiture, une modeste berline achetée avec le salaire de Marcus, rien de fantaisiste, mais la leur y s'assirent dans un silence confortable. Les lumières de la ville défilaient, chacune représentant une vie, une histoire, une injustice potentielle ou un triomphe. Je suis fier de toi, ma petite, dit Marcus finalement. Toujours, même si tu n'es plus ma petite fille. Tu seras toujours ma petite fille, dit-il. Tu es juste aussi une guerrière pour la justice maintenant. Ta maman serait si fière. Maya sourit, pensant à la mère dont elle se souvenait à peine, mais dont l'esprit vivait dans chaque lutte pour l'équité. Nous l'avons fait, papa. Nous avons vraiment changé les choses. Non, corrigea doucement Marcus. Nous sommes en train de changer les choses. Au présent. Le travail n'est pas fini. Il ne le sera jamais, acquiesça Maya. Mais ce n'est pas grave. Cela signifie que nous aurons toujours un but. Alors qu'ils garaient leur voiture dans leur nouveau complexe d'appartements, rien de luxueux, mais dans un quartier plus sûr avec de la place pour la bibliothèque juridique grandissante de Maya, le téléphone de Maya vibra de messages. Plus d'affaires, plus de familles, plus d'opportunités de prouver que la justice n'était pas seulement pour ceux qui pouvaient se le permettre. Demain sera une journée bien remplie, dit-elle, faisant défiler les demandes d'aide. Alors il vaut mieux se reposer, répondit Marcus. Mais Maya savait qu'elle resterait debout tard à lire des dossiers, à répondre à des lettres, à planifier des stratégies. Parce que quelque part, un enfant pleurait pour son parent. Quelque part, une personne innocente perdait espoir. Quelque part, l'injustice gagnait simplement parce que personne ne ripostait. Pas sous la surveillance de Maya Thompson. En entrant dans leur appartement, Maya marqua une pause sur le seuil, regardant l'horizon de la ville. 6 mois plus tôt, elle était une fille effrayée accomplissant l'impossible. Maintenant, elle était la preuve que « impossible » n'était qu'un autre mot pour « pas encore tenté ». Le système avait essayé de détruire sa famille. Au lieu de cela, sa famille avait commencé à transformer le système. Une affaire à la fois, une loi à la fois, un cœur à la fois, justice pour tous, signifiait tous. Et à 14 ans, avec son père à ses côtés et une armée de croyants derrière elle, Maya Thompson s'assurait que ce n'était plus seulement des mots. C'était une promesse, un mouvement, une révolution qui avait commencé avec une fillette de 13 ans qui avait dit à un juge « Je suis l'avocate de mon père » et qui avait refusé de reculer quand le monde lui disait qu'elle ne pouvait pas l'être. Le début avait été incroyable. L'avenir serait imparable. Cher ami, cette histoire nous rappelle que la justice ne devrait pas dépendre de la richesse ou des relations. Elle devrait être également accessible à tous. Maya Thompson nous a montré qu'une seule personne, quel que soit son âge, peut s'élever contre la corruption et faire une différence. Son courage nous enseigne que la connaissance est le pouvoir, et lorsque nous nous battons pour la vérité, nous pouvons changer le monde. Dans nos communautés, il y a des Marcus Thompson, des travailleurs acharnés qui méritent dignité et justice. Et il y a des Maya Thompson, de jeunes voix prêtes à contester l'injustice si on leur en donne la chance. Soyons la société qui écoute, qui valorise la vérité plutôt que la commodité, et qui veille à ce que la justice signifie vraiment la justice pour tous. Si cette histoire vous a inspiré, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes de courage, de justice et d'espoir.